J'ai peur d'être pauvre, comme beaucoup de personnes. C'est un truc que j'admets, tu vois, j'ai peur de retourner dans une forme de précarité. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, je suis allé en informatique et j'ai détesté l'informatique. Vraiment, c'est un truc que j'aimais pas du tout, mais je me suis dit, t'es pas censé aimer ton travail, t'es pas censé aimer tes études, faut le faire quoi. C'est la vie. Et j'ai détesté bosser et je me suis dit, je peux pas faire ça toute ma vie, quoi, c'est pas possible. Au collège, ça se passe comment quand t'es youtubeur? Les autres, ils te voient, ils se foutent de ta gueule. Ouais, carrément. Ils se foutent de ta gueule, ils montrent tes vidéos aux profs, c'est hyper gênant. Est-ce que je suis un vieux con et c'est juste je comprends plus le cinéma, mais j'ai l'impression qu'on ne sait plus faire de bons films. Un vieux con, ouais. Je pense qu'il faut profiter d'avoir un peu le vent en poupe et c'est pas le moment de lâcher quoi. Je suis très conscient de la chance, du privilège que j'ai aujourd'hui. Quand j'ai arrêté mon CDI, je me suis dit, si je vais pas à fond, ça sert à rien. Hier, j'ai tourné 35 TikTok. Bon Reggie, bienvenue sur Métier de rêve. Voilà, pour commencer dans le vif du sujet, je t'ai préparé mon petit top 5 de films et j'aimerais savoir ce que t'en penses. Ça va. Alors je dû réviser parce que je t'avoue, j'avais pas forcément mon top 5 en tête. Ok. Je te le fais, c'est pas forcément le classement. Enfin si, d'abord je commence par mon top 1. Ok. C'est The Social Network, très Ouais. business. Ouais, c'est très bien. Et ensuite je t'en mets 4 autres, un peu en vrac. Gladiator, The Dark Knight, Blood Diamond, je Ouais. sais que c'est peut-être mon maillon faible. Et Le Seigneur des Anneaux 1, La Communauté de l'Anneau. Le 1, ok. Non, ils sont tous bien. Moi, Ah Blood ouais Diamond, j'ai un peu du mal parce que je trouve qu'il est trop action pour ce que c'est. Vu que le sujet est assez important, ils ont préféré en faire vraiment un film d'action plutôt qu'un drame plus sérieux. Mais c'est sympa, quoi, ça se regarde bien. J'aime bien le côté très politique de l'époque et tout, donc c'est fun comme film. Blood Diamond, moi, ce qui me fait kiffer, et c'est un truc, c'est un peu ma corde sensible dans les films, c'est le truc qui me fait kiffer dans les films, c'est un mec qui croit qu'il est méchant et qui se rend compte à la fin qu'il est gentil, tu vois. Ouais, je sans, capte. sans trop Ouais. spoiler les gens, mais je trouve ça assez touchant, tu vois, quand quelqu'un a pas une bonne opinion de lui-même et Ouais. après il se rend compte que, tu vois, il est pas là juste pour lui, en fait. Quoi. Ouais, mais c'est un personnage particulier, même le DiCaprio qui vient de. Il dit dans le film, je me rappelle très bien, il vient de Rhodésie, ce qui était quand même le pays blanc, colon, entre guillemets, de l'époque. Et c'est particulier comme apport à l'Afrique et tout, donc c'est intéressant. T'as hâte, du coup, de voir le Social Network 2 qui sort cette année? J'espère que ça va pas tuer le 1, quoi. J'ai vu, là, il commençait le casting, non, il sort déjà cette année, ok. Je crois que le tournage est quasiment fini. Ah ouais, ok, d'accord, Mais il d'accord. sort en octobre, c'est sûr. Il sort en octobre. Ok. C'est le même scénariste. Et Aaron Zuckerberg, Sorkin. c'est qui? Pardon, excuse-moi, vas-y. C'est Jeremy Strong qui va jouer Zuckerberg. Oui, c'est ça, d'accord. Et c'est étonnant que tu dises que c'est un film business, parce que c'est pas trop un film business pour moi, Social Network. C'est plus un film sur l'impact sociétal du truc, avant même qu'il y ait un impact, au final. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est plus le fait que, tu vois, en tant qu'entrepreneur, ça te fait rêver, tu vois. C'est Ouais. une aventure d'entrepreneur où tu commences à mettre des algorithmes sur la tu vois, la Ouais. fenêtre de la chambre, tout ça, et puis ça part dans une aventure complètement folle avec les trahisons, tu Ouais. vois, que tu peux avoir dans une histoire d'entrepreneur. Donc c'est plus, voilà. Mais je suis d'accord, c'est pas un film business. Ouais, je me suis mal exprimé, mais c'est. Ouais. Non, mais je comprends. Il y en a plein des films. De toute façon, depuis Social Network, il y en a plein. Il y a le film Blackberry qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était pour le coup plus business. Ok. Là, parce que ça parlait vraiment du téléphone et pourquoi ça s'est cassé la gueule. Ils ont fait un film, j'ai pas vu, mais sur pas Hinge, mais l'une des applis de rencontre. Sur un mythique ou un truc comme Ouais, ça. Quoi. en Ouais. fait, le truc, c'est que les Américains, ils ont pas vraiment de mythologie pour moi. Ils ont pas de mythe. Et tu vois, leur mythe à eux, c'est les entreprises. Et Ouais. du coup, ils font. Il y avait le film sur McDo, là, The Ouais. Founder, je crois, que Michael Keaton s'appelle, qui est sorti il y a 10 ans, un truc comme ça. Et pour moi, les Américains, en termes de cinéma, leur histoire, vu qu'elle est récente, c'est les entreprises. C'est un pays qui est basé sur les entreprises. Du coup, ils font beaucoup de films, surtout depuis Social Network, sur les entreprises. Et ça, si t'es fan de ça, il y en a plein qui sortent tous les ans. Est-ce qu'ils sont aussi bien sur Social Network? Sûrement pas. Ouais. Mais il y en a tous les ans qui sortent, quoi. Ça, c'est vraiment leur truc depuis quelques années. Du coup, tu as beaucoup parlé du cinéma américain. Tu kiffes le cinéma français, et notamment le cinéma français récent. Tu vois, moi, j'avoue, je kiffe bien les films français récents. Tu vois, la vague Pierre Ninet, François Civil, je sais pas, Five, Le sens de la fête, Mon inconnu, De moi, tout ça, ou c'est pour toi, Ouais, ou c'est des boosts ceux pour que toi tu as cités, je suis pas très fan. Ok. Non, moi je pense qu'en France, on est bon sur les drames un peu intimistes, un peu différents. Je suis moins fan de tout ce qui est l'aspect blockbuster en France. Genre, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas trop aimé le Comte de Monte Cristo. Ça va, mais pour moi, on essaie trop de faire comme les Américains à certains moments, et je pense que ça nous dessert. Et tu vois, l'un des films qui a le plus marqué l'année dernière, du coup, enfin il y a 2 ans techniquement, c'était l'histoire de Suleiman, par exemple. En fait, il y a un film français qui est intéressant qui sort toutes les semaines, mais il faut trouver le temps d'y aller à chaque fois. Ouais. Donc il y en a plein qui sont super bien, quoi. J'avais adoré Miséricorde, cette année aussi j'en ai dans mon top, là je les ai pas en tête, mais ouais, j'aime bien voir ce qui est français, quoi, en général. Les films qui ont bien marché aussi en France, c'est les films sur le handicap, tu vois, Ouais. Intouchable, un petit truc en plus. Ouais. Non, J'ai pas vu un petit truc en plus. Ok. Enfin, les comédies populaires, j'ai vraiment du Ok. mal. Là, je me suis forcé à voir Marsupilami cette semaine parce que ça, pareil pour le travail, je sais que ça va bien marcher comme vidéo. Donc ça, je suis allé le voir. J'ai détesté, quoi. Franchement, la bande à Fifi, j'aime bien en plus à certains moments, mais là, j'étais vraiment. C'est pas des films qui m'intéressent en général, quoi.
Alors l'idée de cette interview, c'est aussi parce que voilà, tu parles souvent beaucoup de cinéma et tout, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est aussi d'en apprendre un peu plus sur toi, ce que les gens ne savent pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, donc tu es né en 97, c'est ça? Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel milieu social tu grandis, ce ouais. que font tes parents, voilà. Ouais, j'ai grandi donc 97 dans le 13e arrondissement de Paris. J'y ai passé 20 ans. J'ai quitté le 13e à 20 ans pour partir faire mes études à Lille. J'ai grandi d'un père qui était commerçant au marché de Montreuil, d'une mère qui était à la maison et faisait des petits boulots à droite à gauche en fonction de s'il y avait vraiment besoin d'argent ou pas. Voilà, deux parents immigrés. Ma mère parlait pas français quand je suis né, par exemple. Mon père, ça faisait depuis les années 70 qu'il était en France, donc il s'est un peu plus aménagé à la France. Mais voilà, ma mère, elle est roumaine, donc elle a quitté la Roumanie au moment de la chute du mur, parce que voilà, bloc de l'Est oblige, entre guillemets. Et il est venu en France assez jeune, je crois qu'à 16-17 ans, si je dis pas de bêtises. Et mon père, oui, lui était venu pour travailler, les Tunisiens. Donc lui était venu pour travailler en France aux années 70, parce qu'à l'époque, il recrutait beaucoup de gens du Maghreb pour venir bosser dans plein de métiers différents. Donc j'ai grandi dans ça. Voilà, petit appartement, on était dans un 20 mètres carrés à 3, ce qui maintenant me semble lunaire, mais à l'époque c'était normal quoi. Et c'est toujours ce truc, on n'était pas pauvre, on allait toujours avoir à manger. Mais contrairement aux autres gens que tu avais dans le quartier, même dans le 13e, ce qui n'est pas un quartier méga EP non plus, surtout il y a 25 ans, tu te sens entre guillemets un peu pauvre, quoi, dans le sens où t'habites pas en banlieue ou en cité ou un truc comme ça, mais quand tous tes copains ils ont deux chambres ou une chambre ou des choses comme ça fait un peu bizarre, quoi. 20 mètres carrés à 3, c'est un délire, ouais. En fait, pour nous, c'était normal. Enfin, moi, je dormais dans la cuisine. On avait coupé la cuisine en deux. Moi, je dormais sur un lit dans la cuisine. Mes parents, ils avaient une chambre et puis c'est tout. Enfin, mais pour moi, c'était logique. Après, ma sœur aînée, on a déménagé dans le même immeuble pour un truc à 30 mètres carrés pour qu'on ait un peu plus d'espace, quoi. Là, c'était un peu plus tendu. Donc, on mourait pas de faim, mais on faisait pas de trucs non plus, quoi. On n'allait jamais en vacances. On allait juste, entre guillemets, au bled en Tunisie de temps en temps et au bled au Roumanie pour les vacances d'été, parce qu'il n'y avait rien à payer, quoi, juste le trajet. Et puis on allait en voiture, parce que c'était moins cher à l'époque que prendre l'avion ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça. Mais pour moi, ça me semblait normal, quoi. Mais maintenant, j'y pense, tu sais, maintenant j'habite à Lille, j'ai un 60 mètres carrés à moi tout seul. Je me dis, mais déjà, être à deux dans 60 mètres carrés, je trouve ça bizarre pour moi aujourd'hui. Tu vois, quand ma copine, elle passe, elle est là, il n'y a pas beaucoup de place quand même. Mais oui, non, enfin, vie normale, quoi. Je trouve pas que. Tu vois, c'est ce mélange où. Pour moi, le truc était plus culturel que financier. Parce que même si on faisait pas grand-chose, on n'avait jamais peur de mourir de faim. Et ça, je pense que c'est déjà un petit privilège, entre guillemets. Tu te sentais pas pauvre en tout cas, Je quoi. me sentais pas pauvre. Tu Ok. vois, on faisait. Et surtout, du coup, on avait un PC, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de personnes non plus. Enfin, bien plus tard, c'était plus années 2000. Du coup, il y a un truc culturel qui se fait quand tu meurs pas de faim, mais en même temps, t'as pas d'argent pour les nouvelles choses culturelles. Donc, tu es un peu en décalé d'une génération. Tu sais, tu as tout en retard. Tu sais, quand la PS2 est sortie, à la PS1. Par exemple, vu qu'Internet c'était plus ou moins gratuit, entre guillemets, tu avais tout. Là, c'est comme ça que j'ai développé aussi ma culture cinéma, hein, c'est grâce à Internet et ma culture de tout de manière générale. Et surtout, tu es en décalé par rapport aux Français de manière générale, parce qu'aussi, tu grandis avec deux parents immigrés, ils n'ont pas le bagage culturel français, et tu dois tout développer de toi-même. Et ça, c'est un peu. Le choc était plus culturel que financier, quoi. Les amis, avant de continuer le podcast, j'aimerais vous parler de notre partenaire Hostinger. Comme vous le savez, j'aime beaucoup lancer des défis à la communauté et les impliquer dans des lives sur Twitch. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir un endroit où ils peuvent envoyer leur candidature, que ça soit dans Un stagiaire presque parfait, où les candidats vont déposer un CV, ou que ça soit dans The Unicorn, où les entrepreneurs vont uploader une vidéo. L'outil que j'utilise, c'est Hostinger Horizon. Sans coder, en quelques clics, tu vas créer ton outil hyper simplement en discutant avec une IA. Regardez, par exemple, je souhaite créer un formulaire ainsi qu'une zone de dépôt pour CV ou vidéo, et l'IA va te créer automatiquement ce que tu lui as demandé. Ensuite, tu n'as plus qu'à lui demander de modifier le design, les contenus, tout est généré pour toi en quelques secondes. Pour ça, tu tapes un prompt. Par exemple, change la couleur du site en bleu et ajoute une page à mon site. Et Horizon modifie lui-même ce que tu lui as demandé. Tu peux même importer une image, une capture d'écran ou un croquis, et Hostinger Horizon va reproduire le design. Si tu veux tester plusieurs versions, tu peux dupliquer ton site et le partager comme template. Donc voilà, si vous voulez tester Hostinger Horizon, je vous ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo et en commentaire. Vous avez aussi mon code promo affiché à l'écran pour bénéficier d'une promo de 10%. Encore merci à Hostinger de soutenir la chaîne et de nous permettre de créer le contenu qui nous fait kiffer. Et on reprend tout de suite l'épisode de Métier de rêve.
Donc c'est comme ça que tu découvres donc, le cinéma, et que tu te fais ta passion du cinéma, elle te vient ni, enfin, d'aucun de tes deux parents, c'est ça? C'est avant Non. toi sur Internet qui découvre ça? Ouais, c'est Internet. Je crois que ça a vraiment commencé sérieusement avec un ami qui m'a montré Star Wars chez lui c'était en Roumanie pour le coup, c'était l'été. Là-bas, ils avaient encore plus le truc d'Internet en Roumanie où il y avait encore moins d'argent. Du coup, bah, le seul truc qui était entre guillemets gratuit, c'était tout ce qui était sur Internet. Donc les films, les jeux, les séries, tu prenais, tu piratais, c'était gratuit quoi. Donc beaucoup de la culture des gens, elle était très américaine du coup en Roumanie, ce qui m'a beaucoup étonné en grandissant parce que je me suis rendu compte que les Roumains sont très américanisés plus que nous en France parce que beaucoup de ce qu'ils ont eu était gratuit via Internet et via la télé aussi. Et en même temps, t'as ce truc où mon pote il me montrait Star Wars 1, je crois, à l'époque, en 4 parties, qualité horrible. Et je me dis, oh, putain, ça serait cool d'avoir de l'argent d'aller voir le deuxième en salle. Du coup, on a vu le 2 et 3 en salle. J'avais 5 ans quoi, quand le 2 est sorti. Donc très jeune, j'étais sur Internet. Quoi. T'as vu le 1, 2, 3 avant le 4, 5, 6 du coup sur les Star Wars? J'ai vu le 1 en premier, je crois. Après, on a fait 1, 2, enfin, on a fait 1, 4, 5, 6. Après, tu vois, j'avais 5 ans, donc c'est dur. Mais je sais que j'avais vu le 1 et le 2 en salle, le 3 en salle. Et après, j'ai dû voir le 1, 4, 5, 6, c'est avant de voir le deuxième en salle, quoi. Je sais que ça avait créé un truc où j'étais jeune et j'avais des amis qui étaient un peu plus âgés. Parce qu'en Roumanie, au fait, ils ont le bac à 19 ans. Donc, ils avaient un an de plus. Du coup, ils étaient un peu plus avancés. Mais on était déjà très. Tu vois, on jouait à Doom à 3-4 ans, quoi. Ouais, Alors qu'on devrait pas. À Mortal Kombat, très très jeune. Mais on était ok. déjà sur les PC parce que il y avait où tu jouais dehors ou à la maison, quoi. C'était un peu ça. Et c'est qu'en France, il y a pas, enfin, à Paris, t'as pas trop de trucs où si t'es pas à côté d'un parc, tu peux pas trop jouer dehors, quoi. Tu vois, faut que tes parents ils t'emmènent au parc quand t'es petit et tout. Et c'est pas le cas tous les jours, quoi. Alors qu'à la maison, tu peux faire tous les jours. Donc c'est marrant, donc c'est sur Star Wars que t'as un peu découvert ta passion sur le cinéma, alors que je crois avoir vu une vidéo où tu dis que t'aimes pas trop, non? Enfin, Ouais, c'est non, pas un non, super film. non, mais en fait, il y a une différence entre. Euh, j'ai découvert avec Star Wars. J'ai mis du temps à vraiment m'intéresser au cinéma. Je pense que depuis 2009-2010, je me suis vraiment mis à fond ciné, entre guillemets, comparé à d'autres personnes, on va dire, du grand public. Mais j'étais surtout dans cette vibe pop culture, beaucoup. Tu vois, de 5 à 12-13 ans, c'était surtout tout ce qui était pop culture. Donc je dirais pas cinéma au sens large, mais pop culture. Et ouais, bah après, c'est en grandissant, tu vois, tu les aimes bien quand t'es petit, il y a des épées laser et tout, t'es content. Puis tu grandis, tu fais bon, c'est peut-être pas excellent. Tu sais, t'affrontes un peu ta nostalgie aussi, et tu réévalues les choses. Mais c'est ça le but du cinéma, c'est que tu vois des choses quand t'es gamin, ou quand t'as 20 ans, après t'en as 30, ou des trucs comme ça, et tu réévalues les choses. En bien, en mal, et c'est l'objectif. Moi, je suis content de revoir des choses à la baisse et à la hausse. Quand c'est à la baisse, t'as un peu du C'est mal. dur de remettre en question C'est ton film d'enfance, ou quand t'étais enfant, tu disais c'est Ouais, le meilleur ouais. film du monde. Mais tu vois, j'ai revu plein de trucs, que j'ai revu Simbad, que j'adorais quand j'étais gamin, je l'ai revu il y a quelques années, je me suis dit, putain, c'est pas terrible en fait. Simbad, c'est vraiment pas dingue comme film d'animation. J'ai vu La planète au trésor, qui est beaucoup dans l'idée, on va dire, de beaucoup de personnes comme un classique d'enfance, et c'est très nostalgique. Et je trouve pas ça excellent non plus, tu vois, en les revoyant. Et j'ai peur de revoir Atlantide, tu vois, le Disney aussi que j'aimais beaucoup. Ouais. Donc ce genre de choses, ça m'inquiète un peu, quoi. Mais après, c'est cool parce que tu les revois à la baisse, mais tu peux encore les apprécier pour l'aspect nostalgique de la chose. Et tu vois, les Star Wars 1, si je les revois avec des potes, moi je les aime plus aujourd'hui, les 1, 2, 3, quoi. Mais je vais pas, c'est pas une torture, quoi. Tu vois, il y a toujours ce truc où ça te plonge un peu dans l'enfance. Mais mon travail, c'est aussi de dire, ok, c'est bien, c'est nostalgique, mais essayons de discuter pourquoi c'est bien, pas bien, quoi. Hmm. Et à l'inverse, c'est des films que je regarde quand j'étais plus jeune, que j'ai pas aimé, que je redécouvre. Tu vois, la première fois que j'ai vu, je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, je devais avoir 12-13 ans. Tu sais, c'est un classique, tout le monde dit que c'est un classique. T'as 12-13 ans, j'ai vu ça. Moi, habitué à la culture d'Internet, je vois ça, ça dure 2h40, c'est super long, je déteste ça. Je revois 5 ans après, à 18 ans, un truc comme ça, j'adore, tu vois. Ouais. C'est des trucs comme ça où c'est le but, c'est de réévaluer constamment, de parler avec les gens, d'évoluer sur ses avis, c'est important. Après, on va reprendre sur ton histoire, mais j'ai envie de te donner une take que je me suis faite récemment, et je me dis, est-ce que je suis un vieux con et c'est juste je comprends plus le cinéma ou pas? Mais j'ai l'impression on ne sait plus faire de bons films. Tu vois, récemment, je suis allé voir Un Avatar vieux 3 con, ouais. et je me suis dit, quelle bouse, tu vois. Ah ouais. Avatar 3, quelle bouse. Ouais, vraiment, je me suis dit, putain, mais quand j'étais jeune, j'avais la chance de voir tu vois, le Seigneur des Anneaux, je les trouve fous, ces films. Et vraiment, je les revois, je les trouve ouf. En plus, quand tu sais que Peter Jackson, il avait pas du tout un budget de ouf. Les acteurs quasiment. Il avait un gros budget quand Je même. crois qu'il avait 120 millions pour Ouais, les trois, mais pour la trilogie. Tu non, vois. non, il avait beaucoup plus, c'est Ah sûr. ouais? Ouais, c'est sûr. Mais Ok. non, c'était de très gros films. Ou Pour le coup. 180 pour les trois. Enfin, c'est Je pas sais. énorme, tu vois. Bah, ça dépend. Avec l'inflation, c'est le double aujourd'hui, on va dire. Donc, c'est peut-être pas énorme pour ce qu'il a fait, mais c'était quand même des très gros projets, quoi. c'est Parce pas qu'il- du Avatar-like, quoi. C'est pas du 400 millions par film, quoi. Mais tu c'est pas vois. pareil.
C'est pas pareil, dans le sens où, pour moi, déjà, faut pas jauger la qualité d'un film par rapport au budget qu'il a eu. Parce que tu vois, Ouais, je suis d'accord. tu vois, Le Seigneur des Anneaux, c'est une époque où ils faisaient encore des choses en réel, donc en Nouvelle-Zélande. Bon, il y avait énormément de budget, d'effets spéciaux, de décors, mais tu pouvais faire ça en vrai, quoi. Avatar, tu peux pas faire ça en vrai. Tu es obligé de passer par des effets spéciaux parce que ça n'existe pas. C'est le principe de l'œuvre. Et je pense que, bon, moi j'adore Avatar, hein, donc on peut rentrer dans ce Vas-y. débat là si tu veux, Enfin, mais je pense qu'il faut pas juger des films comme ça par rapport forcément au budget. Alors oui, parfois c'est frustrant, mais tu vois, les 400 millions d'Avatar, au moins tu les vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ça coûte cher et tu vois l'argent à l'écran. Là où ils sortent Deadpool et Wolverine qui apparemment a coûté 530 millions, avec, je sais pas comment ils ont fait le calcul, c'est Hollywood, hein, ils ont toujours des calculs un peu particuliers. Regardez Hollywood Accounting sur Google, vous allez voir, c'est lunaire. Mais Deadpool et Wolverine qui coûtent 530 millions, ouais. tu te demandes, bah attendez, ça coûte plus cher qu'Avatar en théorie, ça sort d'où, tu vois? Pour moi, c'est une question Avatar 3, d'argent. t'as trouvé que c'était un bon film, toi? Ouais, 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 carrément. ok. Ouais. Genre le scénario et tout, t'as trouvé que tu t'y attendais pas et tout, il y avait des trucs, t'es Ouais, surpris, ouais, il y avait de belles surprises. Alors, c'est le plus répétitif des trois aussi, Ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, carrément. Moi, ok. j'ai défendu ces trois films, je les ai tous défendus. J'aime beaucoup pour l'approche, forcément. Moi, le scénario dans un film, pour te dire, c'est pas que. C'est pas important, c'est important, c'est un tout un film. C'est un scénario, c'est de la mise en scène, c'est des acteurs, du montage, de la musique. Mais je réduis pas mon expérience cinéma au scénario, Je suis d'accord, ouais. ce qui est le cas entre guillemets, du grand public. C'est-à-dire que les gens, quand ils parlent de film, ils parlent de l'histoire d'un film. Et moi, ce qui m'intéresse dans les films, c'est pas l'histoire en soi, même si elle est importante, hein, c'est comment l'histoire est racontée. Et l'histoire d'Avatar est très simple. Mais pour moi, c'est le but que ce soit simple, c'est qu'il y a tellement une overdose visuelle d'univers, de plonger dans quelque chose de différent, c'est volontaire que l'histoire soit simple. Parce qu'il veut que tu te concentres sur le ressenti. Et le cinéma, c'est aussi une expérience qui est très sensorielle pour moi. Quand tu vas voir un Avatar, tu peux pas voir Avatar à la maison. Personne ne va voir Avatar à la maison. Tu vois, c'est typiquement un film de cinéma. Et dans la tête des gens, c'est un film que tu regardes en salle. Et ça marche bien parce que les gens, tu vois, j'ai des amis qui sont pas du tout cinéphiles, ils vont voir peut-être un film par an au cinéma, mais Avatar, ils y vont. Parce qu'ils savent que ça, c'est le film à voir en salle. Parce qu'ils savent que l'expérience sensorielle, de gigantisme, c'est un truc de cinéma que tu n'auras jamais à la maison. Enfin, tu peux le voir à l'Avatar à la maison, je les ai vus à la maison aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Du Ouais, coup, il y a ouais. un truc à la fois de ressenti entre l'image, le son, d'être en salle. Et en même temps, ensuite, tu peux réfléchir à ce qui se passe en termes de mise en scène et tout, d'histoire que tu trouves peut-être pourrie ou je sais pas quoi. Mais moi, je vois plus le film déjà en termes de mise en scène. J'essaie de regarder comment l'histoire est racontée, qu'est-ce que je ressens par rapport aux plans qui sont à l'image. Plutôt que ah bah l'histoire c'est juste tu sais il y avait cette critique de Mad Max Fury Road à l'époque, ah mais l'histoire c'est juste le mec il va là il revient, oui, mais il se passe mille trucs en termes de Ouais, ouais. personnages dans l'histoire, tu vois. Il y a des regards, il y a des moments, il y a des. Tu vois, en termes d'action, la manière dont ils ont fait certaines choses, ça raconte une histoire. Et je pense que Avatar, c'est partie de ces sagas où les visuels et l'action sont là pour raconter un drame de personnages aussi, quoi. Je suis d'accord avec toi que le scénario veut pas tout dire. Tu vois, je pense à un film moi que j'avais adoré qui s'appelle Deux mois où c'est deux gars, voilà, deux personnes qui font une dépression et il se passe rien pendant le film. C'est juste Mm. des conversations avec leur psy, chacun de leur côté, en parallèle, en croisé. Et puis tu as des petites interactions. Je sais pas, lui, il l'entend chanter dans la salle de bain à côté où il sent la fumée de sa clope. Ouais, Tu vois, ouais. mais voilà, ils ont plein de trucs croisés et c'est assez beau. Et il se passe rien. Donc je suis complètement d'accord avec toi qu'il n'y a pas que le scénario. Et de toute manière, je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent seront d'accord avec toi parce que je crois que Avatar explose des records au box-office, non? Ou... Ouais, il marche bien là. Il marche bien, ouais. Ouais, il marche bien. On verra, il va s'arrêter où, mais va moins bien marcher que le deuxième. C'est un peu normal, mais il marche très bien. Oui, il doit être à 1,1 milliard aujourd'hui Ouais. au moment où on tourne. Donc ouais, ouais, oui, ça va. Parce que justement, en fait, c'est à la fois bien et pas bien parce que le cinéma c'est devenu trop événementiel dans le sens où maintenant les gens ils vont en salle, le grand public encore une fois, pour voir des événements. Ouais. Du coup, ils vont aller voir le prochain Avengers, le Dune, parce que c'est des événements, c'est des gros trucs, ils connaissent, c'est familier. Et ils vont moins voir des plus petits projets ou même des moyens projets. Il y a ce débat surtout aux États-Unis. Nous, en France, on le fait encore, hein, parce qu'en France, on a des budgets qui vont de 3 millions à 40 millions. On fait de tout, quoi. Tu vois, tu trouves tout, on va dire, le portefeuille budgétaire en France en termes de cinéma, donc ça va. 40 millions, c'est très rare, non? Enfin, des Monte Cristo, c'est un peu inédit, C'est non? 40 millions, ouais. Bah, Ouais. en fait, ça dépend. La stratégie de Pathé aujourd'hui, par exemple, c'est de sortir 4 à 6 films de blockbusters, quoi. Tu as Chien Ok. 51, c'est 40 millions aussi, ou 38. Il y avait le film avec Civil Exarchopoulos l'année dernière. L'amour ouf, L'amour c'était ouf, ouais. pareil, Ok. 36 millions, un truc comme ça. Ouais. Donc il y a deux films de Gaulle qui sortent cette année.
Tu vois, c'est des trucs comme ça où ils ont une stratégie de faire des gros blockbusters un peu à l'américaine. Ok. Mais en même temps, en France, t'as plein de petits films. Là où aux États-Unis, t'as plus beaucoup de films entre les deux. T'as des films pas chers du tout, t'as des films très chers, et ces films, tu sais, un peu à la Sinners, c'est un peu une exception qui coûte on va dire, entre 40 et 120 millions. C'est un peu rare, et du coup, les gens, ils vont moins tenter ce genre d'expérience. Pourtant, quand il y en a un qui sort, qui marche bien, ça cartonne. On est Sinners, Weapons. Après, l'horreur, c'est un peu particulier parce que l'horreur, ça marche toujours très bien en salle. Entre guillemets, toujours très bien. Donc ça, c'est un truc qui disparaît un petit peu parce que les gens vont en salle pour l'événement plus que le film. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'avant, les gens, ils allaient au cinéma pour, tu sais, limite passer le temps, quoi. C'était l'une des options de divertissement. Mais aujourd'hui, la compétition, pour moi, elle est vaste. C'est-à-dire que bah, maintenant, au lieu d'aller au cinéma, tu vas ou scroll, ou jouer à un jeu vidéo, ou lire un livre. Alors qu'avant, tu sais, les films, ils restaient en salle un an. Parce que les gens, ils y retournaient constamment, parce que c'était le truc à faire. Aujourd'hui, ça n'existe pas un film qui reste en salle un an. Tu vois, il y a toujours ces listes du box-office. Tu sais, il y a le box-office ajusté pour inflation et sans ajustement. Et les gens disent toujours, oui, mais regarde, le premier film de l'histoire, c'est autant l'emporte le vent avec 4 milliards avec l'inflation. Ouais, mais il est resté 3 ans en salle, tu vois. Tu veux pas comparer le monde des années 40 en termes de cinéma, divertissement, et le monde de 2020 ou 2010 ou même de 90, tu vois. Où il y a Même beaucoup là, plus d'offres et un rapport, enfin une ouais, et puis compétition beaucoup même, plus élevée, et quoi. question d'habitude des gens, tu vois, depuis le Covid, le cinéma, partout dans le monde, marche moins bien. Alors justement, je reprends un peu donc, sur ton parcours qu'on avait laissé, mais donc dès 13 ans, tu vas lancer ta chaîne YouTube, c'est ça? C'est quoi ta Ouais. motivation à ce moment-là? Comment tu vois les choses à ce moment-là? Non, ma motivation, alors j'ai commencé avec des vidéos sur les jeux vidéo comme tout le monde. C'est l'époque des let's Ok. play. Je m'amusais à faire des let's play et tout Sur pour quoi? le fun, quoi. Sur des jeux, un peu tout ce qui sortait, comme tout le monde. Et je voyais les Américains faire beaucoup de critiques de films. Et moi, j'aimais bien les films. Je me suis dit, bah, je vais faire la même chose. Je vais parler juste de parler de films sur YouTube. Donc, j'ai commencé, première vidéo de film, c'était en 2012. C'était sur le premier Avengers. Je me suis dit, j'ai envie de parler de ça aussi. T'es le premier Et en France à faire ça, enfin ou un des tout ne, premiers quoi. Genre c'est pas, ça se fait pas en France quoi. Les créateurs de contenu parlent pas tellement de cinéma. Bah, je suis arrivé un peu au même moment que les gros, genre, tu vois, Durandal, le Fossoyeur et tout. Je suis arrivé avant eux, techniquement, de quelques mois. Mais sauf que j'avais 14 piges. Eux, ils en avaient déjà 20, je crois. Ou un truc Ok. comme ça. Donc, tu vois, tu vas pas écouter un gamin de 15 ans parler de ciné quand t'as des gens bien plus expérimentés qui en parlent. Je crois que Durandal, il était en études à l'époque quand il a commencé. Mais j'ai commencé à peu près au même moment que les autres gros de YouTube, ouais, à Ok. peu près. On était, entre guillemets, l'un des premiers. Mais j'ai pas, enfin, en 2012, de 2012 à 2017, je crois qu'en 2017, j'ai fait 2000 abonnés sur YouTube. Donc en 4 ans quand même. 2012 à 2000, ouais, 5 ans. 2017, Ouais, je ouais. crois. Ouais, à peu près. Et comment tu vis alors cette traversée du désert quoi? Donc tu fais 4-5 ans où t'as quasiment aucun spectateur, enfin aucun Mais viewer. t'y penses pas, t'es au collège. Ouais. Moi j'étais au collège quand j'ai commencé, t'y penses pas. T'es au collège-lycée, t'as pas que ça à faire. Tu fais ça pour kiffer à côté. T'y penses pas. Le déclic, il était quand j'ai déménagé à Lille à 20 ans. Donc en 2017, après le bac, j'ai commencé mes études à Paris. J'ai déménagé à Lille pour bouger un peu de Paris parce que je m'en pouvais plus d'être dans un petit appart. Et t'as 20 ans, t'as envie d'être un peu libre, quoi, normal. Donc je suis parti à Lille et je me suis dit, bah, où je continue à avoir un petit métier sur le côté, ou j'essaie de professionnaliser YouTube. Et là, je crois que j'ai encore une vidéo sur ma chaîne où je dis que je déménage à Lille parce que tous les ans, je fais une vidéo bilan de mon année sur YouTube depuis super longtemps. Là, je vais la faire d'ailleurs ce mois-ci. Et je crois que dans mon titre, il y a marqué 2400 abonnés. Donc je crois qu'en 2017, j'avais 2400 abonnés sur YouTube. Je déménage à Lille et là, je me dis, bah, où je me professionnalise dans ça, ou bah, je retourne bosser à Monoprix, Carrefour, un truc alimentaire à côté pour payer le loyer et ces choses-là. Parce que j'avais la bourse scolaire qui m'aidait à vivre, tout simplement. Et tu vois, il n'y avait pas de sortie, j'avais pas d'argent pour sortir, quoi. Et je me suis dit, je vais me donner à fond sur YouTube, je vais m'imposer un rythme, je vais me forcer à travailler dessus, quoi. Et 2017, je me mets à fond dessus. Et là, oui, là, ça monte, quoi. Là, ça commence progressivement à monter, quoi. Au collège, ça se passe comment quand t'es youtubeur? Les autres, ils te voient, ils se foutent de ta gueule. Ouais, C'est ouais. ouais, Ouais. Ok. ouais, carrément. Ok. Enfin, c'est quoi un peu? Genre c'était Ouais, dur. non, ils se foutent de ta gueule, ils montrent tes vidéos aux profs. C'est hyper gênant. Ouais, Ok. ouais, non, mais c'est hyper gênant, je vais pas dire autrement. Ils se foutent de ta gueule. Après, Enfin, c'est méchant, pas méchant à la fois, tu vois. J'ai pas été harcelé physiquement, émotionnellement par mes camarades de classe. J'avais un avantage compétitif énorme. J'étais très grand très vite. Ok. Donc je faisais 1m85 en troisième, un truc comme ça. Ah ouais, Et ouais. j'ai un peu arrêté de grandir, je suis 1m90, mais genre en seconde, je faisais déjà 1m90 quoi. Sur Ok. la première pièce d'identité que j'avais déjà 1m89 je crois, et c'était en troisième. Donc j'étais déjà très grand, donc les gens me faisaient pas trop chier par rapport à ça. Mais oui, les gens se foutent de ta gueule. Parce que c'est des enfants, les enfants se foutent de la gueule de tout en fait, sur plein de trucs, tu vois. Ouais, Mais ouais. je l'ai jamais vécu comme une pression pour le coup. Ça m'a jamais. C'est gênant, et je pense que les profs étaient encore plus gênés que moi à regarder les vidéos d'un gamin sur YouTube. Mais après, entre-temps, bah, maintenant, j'apparais dans le feed de tout le monde et c'est plus pareil, quoi.
Donc c'est un peu rigolo. Qu'est-ce qui va faire le déclic du coup en 2017, le fait que tu te dises ok, je commence à m'y mettre un peu plus sérieusement et faire en sorte que ça décolle quoi. Ouais, en fait, c'est où j'essayais de faire ça de manière professionnelle. Et je m'étais imposé un rythme à l'époque. Je me suis dit, avant, je faisais des vidéos quand j'avais envie, à peu près. Et en 2017, j'emménage donc en septembre pour la rentrée des classes à la fac. Et je me dis, ok, il faut que je fasse 3 vidéos semaine minimum. C'est la règle. On va voir ce qui se passe. Et je me suis dit, je faisais à peu près, je crois, 70 € par mois à peu près. Et je me suis dit, si j'arrive à doubler, à avoir la bourse, plus les appels, plus 200 € par mois, ça serait top. Tu vois, je vais vivre avec, je sais pas, 800, j'avais 400 € de bourse, 200 € d'appels. Donc, si je vis avec 800 € par mois, je peux grave vivre. Tu vois, mon loyer, il était à 400. Le reste des dépenses, tu manges pour 100 € par mois. Ça va, tu vois. Enfin, moi, je trouvais ça normal. Tu sors pas trop, tu vas pas en vacances. Mais au moins, tu peux vivre sans stresser, quoi, entre guillemets. Et puis, au fur et à mesure, 3 vidéos par semaine, c'était la règle. Et ça a pris, quoi. Et t'es obligé, en fait, t'es obligé de travailler, de t'organiser, de réfléchir à ce que tu fais. C'est juste une question de mentalité. Tu dis, ok, maintenant, c'est un travail à côté, quoi, à mi-temps, et il faut le faire. Alors à côté justement parce que tu vas décider de continuer tes études, Ouais. tu vas faire des études dans quoi à ce moment-là? Quand j'arrive, j'ai fait 2 ans en licence informatique à Paris, du coup, dans le 13e, à la fac d'Hydro. J'ai fait une 3e année à Lille, et j'ai testé l'informatique. Mais tu sais, en fait, c'est toujours pareil, parce que quand tu sais pas, je pense aussi familial, culturel, dans le sens où tes parents ils te disent il y a du travail dans l'informatique, fais de l'informatique. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, bah, je suis allé en informatique et j'ai détesté l'informatique. Vraiment, c'est un truc que j'aimais pas du tout, mais je me suis dit, bah, en fait, t'es pas censé aimer ton travail, t'es pas censé aimer tes études, faut le faire quoi. C'est la vie, tu vois, bienvenue. Ok. Et je l'ai fait, j'ai fait 3 ans. J'ai fait un stage du coup de fin d'année en fin de licence, quoi, en 3e année. Et j'ai détesté bosser, entre guillemets, bosser. Et je me suis dit, je peux pas faire ça toute ma vie, quoi, c'est pas possible. Je me réoriente en L2 éco-gestion, parce que j'étais toujours plus intéressé par l'économie, l'histoire, la politique, la géopolitique en théorie. Et je me suis dit, bah, peut-être il y a des études de ça, quoi. J'ai de la chance parce que, tu sais, normalement, tu dois repartir en L1, Parcoursup, enfin, du coup, avant, c'était APB, quoi, Admission Ouais. Post-Bac, Ouais. et tu dois refaire un truc et tout. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des mails à plein de facs partout en France, euh, à la directrice, littéralement, du master. C'était une directrice, pour le coup, enfin, de licence, pour dire, voilà, j'ai fait 3 ans d'informatique, est-ce que je peux venir en L2 directement pour pas que j'en passe. J'ai même demandé en L1 sans passer par APB parce qu'APB c'était trop tard au moment où je voulais repartir en. Et du coup, il y a eu une licence à Lille qui m'a accepté en éco-gestion et à Lille toujours. Donc je suis resté, j'ai fait L2 éco-gestion, L3 en Erasmus en Pologne et j'ai fait un master qui s'appelle Management des affaires européennes à Lille qui était plus sur tout ce qui concerne l'Union européenne. Donc voilà, comment fonctionne l'Union européenne, les projets européens. J'ai fait des stages, j'en ai fait un à Deloitte du coup en tant qu'auditeur de projets européens, un autre dans un bureau de l'Union européenne à Lille, parce que l'Union européenne a plein de bureaux partout en Europe, il y en a plusieurs à Lille d'ailleurs, donc en suivi de projets européens. Et ensuite, j'ai bossé dans un incubateur à start-up à Lille pour demander le financement de trucs européens. Donc j'étais du côté des suivis des projets et de la validation, du côté de l'audit et en même temps du côté de demander les fonds, quoi. Et D'accord. j'ai fait ça, donc c'était des stages de 6 mois à chaque fois. Et ensuite, j'ai fait 2 ans dans la boîte en question, quoi. Et ensuite, je faisais YouTube à côté tout ce temps. D'accord, donc ouais, parce que tous les youtubeurs ne connaissent pas enfin, l'autre monde, quoi, le Ouais, monde corpo, voilà, ouais. tout ça. Tu gagnais combien à ce moment-là, toi? Je gagnais en stage de Deloitte, je faisais 500 minimum, 500, et je bossais beaucoup trop. Et après mon stage, d'ailleurs, ils ont augmenté tous les stagiaires, mais après moi, parce que j'ai un ami qui a fait le même stage que moi juste après, c'est moi qui l'ai entre guillemets pistonné, et ils ont doublé les salaires. Donc c'est passé de 500 € par mois à 1000 € pour les stagiaires. Donc j'avais un peu le seum, mais en même temps j'étais content d'avoir montré aux gens que voilà, Ok. c'est beaucoup de travail. Moi, c'est Deloitte, tu sais, c'est les Big Four, donc tu es entre 40 à 55 heures semaine, même en tant que stagiaire, t'as pas le choix. Mais moi, c'était stimulant. Moi, j'aime beaucoup travailler, donc c'était hyper stimulant. Deuxième stage, pareil, c'est minimum quoi, 500 €, surtout dans la fonction publique, parce que l'Union européenne, ça reste une sorte de fonction publique, quoi. Et ensuite, dans mon autre boîte, on était en fixe, j'étais à 2000 et quelques. Et avec prime, parce que du coup, tu avais des primes sur l'argent que tu rapportais, ça pouvait monter à 2004 par mois net, quoi, sur l'année. Ok. On va dire en moyenne 2004, quoi. Et les primes, c'était facile à avoir, il fallait avoir un ou deux projets. Donc j'étais à 2004 net en CDI, plus du coup YouTube à côté, quoi. Ok. Et Ouais. si YouTube, si les réseaux, ça marche pas, il y a un monde où tu retournes dans le salariat ou pas? Mais bah oui, carrément, moi il y a un monde, je retourne même si ça marche en fait. Parce Ah ouais, que, ok. ouais, en fait, moi j'aime beaucoup faire YouTube, mais c'est pas la vie que j'ai rêvé, entre guillemets, si on peut du coup utiliser le terme de l'émission. Je m'attendais pas à ça. Et j'aime bien parce que bah, c'est un métier qui est facile.
laborieux mais facile. Je dis toujours ça, c'est que ça prend beaucoup de temps, mais c'est facile. Et tu es ton propre patron et tu décides de plein de choses solo, même si tu es restreint à énormément de choses aussi. Et le salariat, il y a une forme de liberté dans le fait d'être libre après tes heures. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais alors c'est marrant que tu dis ça. Juste, je te reprends sur le premier, sur le facile. Salariat, c'est hyper facile. C'est-à-dire qu'en fait, salariat, enfin, c'est simple. Il suffit de faire ton taf. Il suffit de Ouais. faire ce que ton manager t'a demandé, d'envoyer tes mails, tu vois, d'être consciencieux, de finir les trucs, de relancer ce qui avance pas. Voilà. Et à la fin de la journée, c'est terminé. Donc c'est très facile. YouTube, j'ai aucune idée, moi, de ce qui marche. Tu vois. C'est très, très, très dur. Tu as des nouveaux concurrents, faut sortir des nouveaux formats, faut te réinventer tout le temps. Tu n'as pas ça dans le salariat. Dans le salariat, tu fais ton boulot de manière très scolaire, bien. Ça va marcher pour toi. On peut rien te reprocher à la fin de l'année. On te demande pas de créer des nouveaux trucs dans tous les sens. Quoi. Donc, je suis surpris que tu dises que c'est facile. Ouais, mais franchement, justement, un salariat, t'es en mode autopilote, tu fais tes trucs, et à la fin de la journée, t'as un contrat, tu fais tes 39 heures, voire plus si tu veux plus de vacances. Moi, j'avais genre une cinquantaine de jours de vacances par an en plus en CDI que je prenais pour aller au cinéma. Tu vois, le mercredi, je prenais un jour de repos, j'allais en salle pour faire mon travail à côté, quoi. Et t'as une liberté, j'étais plutôt bien payé pour un premier taf à Lille, tu vas être payé 2004, c'est cool. À Lille, voilà, c'était bien. J'ai pu acheter mon premier appartement avec le CDI et l'argent de YouTube à 25 ans. Tu vas être propriétaire à 25 ans, c'est mortel. Là, j'en ai acheté un deuxième en plus, donc ça se passe bien. Mais t'es libre, quoi, tu vois. Alors que là, mon calendrier, il est interminable. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est ce que je dis. C'est un travail facile parce que quand même, je fais des vidéos, j'analyse des trucs, entre guillemets, comme tu dis, tu regardes les concurrents et tout, je sais pas quoi. Mais ça reste un travail qui est facile parce que peut-être ça fait longtemps que je le fais, j'ai l'habitude. Mais il est stimulant, plus stimulant que clairement un travail de bureau. Mais en même temps, mon calendrier Google, il est interminable, quoi. Tu vois, il n'y a jamais de fin. Et ça, tu vois, là, je vais essayer de prendre 2 semaines de vacances en mars. Et je l'ai calé entre la sortie du film Peaky Blinders et un peu après la sortie de Mario, parce que je sais que c'est un film qui avait marché. Et en théorie, si je devrais être vraiment sérieux, je devrais aller voir Mario le jour J, quoi. Mais bon, en fait, j'en ai rien à foutre de Mario, honnêtement. Je vais pas ralentir mes vacances pour Mario que je vais faire. Au lieu de sortir ma critique le mercredi, je la sortir le dimanche, quoi. Mais ça, c'est, tu vois, le décalage de sortir ta critique, même le mardi. Tu vois, le film, il sort le mercredi. Si ta critique, elle sort le mardi, elle va mieux performer que les critiques de tout le monde. Et elle va beaucoup mieux marcher. Si elle sort le dimanche, peut-être très peu de chances qu'elle marche aussi bien, voire qu'elle marche tout court. C'est hyper important, surtout maintenant avec TikTok, vu qu'il y a 1000 avis qui sont partagés dès que le film est vu. Si t'es pas dans les premiers à sortir ton contenu, bah, le contenu est mort, quoi. Donc il faut s'organiser par rapport à ça. Donc tu vas prendre 2 semaines de vacances, surtout quand moi j'ai une copine et tout, les prendre en même temps, c'est un enfer. Surtout qu'elle est le boss, elle est boss, elle est en doctorat en plus, donc elle a beaucoup de travail aussi. C'est hyper compliqué, tu vois. Tu es en salariat, tu demandes à ton patron. Salariat, on parle de salariat, tu sais, de bureau classique où tu es bac plus 5, c'est un travail facile, quoi, entre guillemets. Hein. Tu poses tes vacances, il ne pose pas de questions, tu checkes pas tes mails, entre guillemets, tu es tranquille, tu vois, légalement, tu es protégé. Moi, je pars en vacances, j'ai mes mails, tu vois. Là, ce week-end, je pars en Pologne 5 jours avec ma copine. Bah, j'aurais forcément je serais en train de travailler le matin et le soir un petit peu. Là, je vais faire nuit blanche pour finir tout ce que j'ai à faire, prendre le bus pour l'aéroport à 4 h du matin. Tu vois, c'est un style de vie. Donc en termes de travail, c'est beaucoup, c'est quasiment non-stop, quasiment. Hein. Mais je trouve que c'est facile parce que tu as créé des vidéos, c'est fun. Faire des TikTok, des vidéos, regarder des films, ça reste fun. Même si je dois regarder beaucoup de films, et tu t'obliges à les regarder parce que c'est pour le travail aussi, et c'est important. Je vais jamais me plaindre de mater des films, quoi. Il y a un moment, oui, c'est du taf, et c'est pour ça que je dis c'est vraiment laborieux, et tu as moins de liberté, je trouve, euh, par rapport à certaines formes dans le salariat. Parce que salariat, vu que c'est 9h-17h entre guillemets, ou 9h-18h, après c'est fini, tu vois. Moi je déconnectais, hein. Vraiment, mon taf, genre, ma boîte est cool, je m'en fous, hein. Comme tout le monde en fait. Tu vois. À 18h, c'est ciao. Là tu as plus de stress, c'est vrai, entre guillemets. Mais j'ai toujours ce truc où j'ai des études, j'ai un peu d'expérience. Si ma boîte est cool, le salariat, ça m'allait, tu vois. C'était différent. Sur ta semaine, tu dis que donc effectivement, ce qui te prend le plus de temps, ça va être le temps un peu de veille, de ce qui se passe dans l'industrie, des nouveautés et tout ça. Le temps de tourner, de faire tes montages, même si ça te prend moins de temps maintenant et que c'est un peu plus optimisé. Il y a d'autres... Ouais, on va dire, si on les prend comme ça, la vidéo actualité, on va dire c'est 5 à 7 heures de veille. Ensuite, montage, tac, 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 tournage et tout, on va dire 3 heures en plus. Un truc comme ça. Donc on va dire 10 heures le lundi, minimum. Ensuite, bah, il faut faire tout ce que tu fais dans une boîte, quoi. Répondre aux mails, discuter avec des entreprises, des sponsors, parler avec ton agent, organiser plein de trucs. Toute la partie business, t'as pas un agent qui te le gère, quoi. Bah, la partie business, oui, il gère, mais il faut quand même on discute des contenus qu'on a envie de proposer, si ça colle, si ça match. Donc c'est lui qui gère la négociation, tout ça.
Mais quand même, il faut qu'on discute de plein de choses. Ouais. J'en reçois beaucoup de mails pour plein de choses aussi, tu vois, pour cette émission. Il y a beaucoup de mails, tu vois, des gens qui sont à la fac, qui ont envie de faire des mémoires, des trucs. Malheureusement, aujourd'hui, je refuse, j'ai plus le temps. Mais il faut quand même que j'essaie de répondre à chaque fois, même si c'est compliqué. Je sais pas, je reçois 100 et quelques mails par jour, peut-être. Je dirais, ça dépend des jours, ça dépend des semaines, mais 50 minimum, quoi. Parce qu'il y a aussi des fans qui envoient des mails. Bon, mais tu vois, ça remplit la boîte et il faut quand même que tu regardes, parce qu'il y a parfois des trucs intéressants, parfois pas. Ouais. Donc ça peut prendre 1 heure par jour en plus. Je fais 1 heure de TikTok, Instagram en plus par jour. Et j'ai une règle, c'est que j'essaie de regarder un film par jour aussi. Donc Ok. là, on est déjà à 14 heures, tu vois, bah, comme toi. Ouais. On est à 14 heures minimum par jour. Et ça dépend de l'actualité. Parfois, il y a moins de trucs. Donc ça, c'est le lundi. Le mardi, vu que j'essaie de sortir 5 vidéos par semaine minimum, aujourd'hui, tu sais, on est passé de 3 en 2007 à 5, j'ai l'avantage que j'ai mardi, mercredi, vendredi à travailler. Et le jeudi, j'ai une émission en direct sur Twitch depuis novembre, Twitch et YouTube. Donc ça me fait une vidéo, entre guillemets, gratuite où c'est pas moi qui bosse, où moi je participe à l'émission, mais c'est la régie et mon collaborateur, PAF, il s'appelle comme ça, son pseudo, qui s'occupe de la gestion de ce truc-là. Mais moi, ça me fait, entre guillemets, une vidéo gratuite, alors qu'avant, c'était une autre vidéo que je faisais en plus. Parce Quand que tu es gratuite, c'est que tu es juste acteur dans cette voilà, vidéo. c'est Quand ça. t'arrives, tu te pointes Voilà, et tu. c'est ça. Bah, genre, on organise, on programme les invités et tout, mais voilà. Ouais. Moi, je fais le moins de travail sur cette émission comparé à d'autres vidéos. Et du coup, mardi, mercredi, vendredi, mercredi sortie cinéma, donc voilà, critique de l'œuvre en question. Et mardi, vendredi, il faut faire d'autres vidéos sur différents sujets, quoi. Il y a ça, il faut que ce soit des vidéos, je suis en partenariat avec un VPN depuis 4 ans, j'ai 10 vidéos sponsorisées avec eux par mois. Bah, il faut que ce soit des vidéos qui marchent bien. Si tu as envie de continuer le partenariat, vu que c'est genre 55% de mon chiffre d'affaires, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc, il faut aussi avoir 10 vidéos dans le mois qui marchent bien. Et ma règle, c'est qu'il faut que ces 5 vidéos par semaine marchent bien. Et écrire une vidéo, ça peut prendre entre. Parfois, tu as un truc facile en tête, tu vois. Tu mets 3 heures à écrire, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'images parce que tu as un sujet comme ça que tu peaufines dans ta tête depuis des mois, des semaines, et d'un coup, tu as envie de faire un truc dessus. Donc, ça peut aller très rapidement. Si tu fais une critique d'un vieux film, j'ai critiqué Avatar 2, et c'est une critique d'1 heure, parce que ça prend genre 8 heures à écrire le truc, à réorganiser tes notes, à voir un film de 3 heures, à écrire pendant le film, des choses comme ça, trouver les images, ça peut prendre, je sais pas, 16 heures la vidéo. Donc parfois, c'est un gros mardi, quoi. Ouais. Bon, je te dis ça comme ça pour caricaturer, parce que je dispatch en plusieurs jours. Mercredi, la critique habituelle. Donc là, une critique, si je vais voir le film à 10 heures du matin, si le film, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, la vidéo peut sortir à 18 heures, donc c'est 8 heures non-stop, on va dire, entre voir le film 2 heures, écrire 3-4 heures et le reste. Et à chaque fois, il faut compter qu'il faut regarder un film en plus chaque soir, tu vois. J'essaye. Tu vois, un film tous les soirs. Le jeudi, c'est l'émission, donc tu vois, j'en profite pour aller faire des podcasts le jeudi à Paris et de faire d'autres trucs que je considère comme du travail, mine de rien. Bien sûr, ouais. Et donc, j'essaie de faire des émissions de genre de choses à Paris, parce que vu que j'habite pas à Paris, le jeudi, je réserve le matin et l'après-midi pour faire d'autres formats chez d'autres personnes. Tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. On a fait du Combini Vidéo Club il y a pas longtemps. J'ai fait Allociné, j'ai fait l'émission de Zach Nani, Joël et Arthur Lock-in. Bref, tu vois, ce genre de truc que j'essaie de le caler le jeudi. Vendredi, pareil, il faut sortir une vidéo. Peu importe le concept, ça peut être entre 6 à 7 heures la vidéo, moins, plus. Enfin, moins, c'est rare, mais plus. Il faut regarder un film. Et le week-end, et il faut rajouter le TikTok. À chaque fois, tu as 1 heure de TikTok par jour en plus. Donc, ouais, tu vois, c'est des journées un peu comme toi, 10-14 heures. L'heure de TikTok, c'est du TikTok live, c'est ça Non, je tourne des TikTok Ah ouais. heure. Ouais, 1 heure. Tu vois, hier, je pars 5 jours en vacances. Hier, j'ai tourné 35 TikTok. Et ça m'a mis de 21h à 1h du matin, j'ai tourné des TikTok à la chaîne. Ouais, putain. Ouais, donc et les vacances, c'est le pire parce que c'est là que je dors le moins. Parce qu'il faut prévoir, tu vois, je pars un week-end, ça va. Là, je pars 5 jours, enfin 4 jours et demi, on va dire. Mais en fait, pour mes abonnés, il n'y a jamais de vacances. Il y a toujours du contenu, quoi qu'il arrive. Le rythme des 5 ou 4 vidéos par semaine, quand je suis en vacances, je mets 4. Ça va, tu vois. Ouais. Mais en fait, faut les faire en plus du planning de la semaine. Et en général, le vendredi, pareil, vidéo. Et samedi, dimanche, bah, en général, tu fais d'autres trucs, quoi. Parce que là, tu sais, on caricature, on se dit qu'une vidéo, ça prend 16 heures, mais je vais pas les bosser dans le même jour, tu vois. Donc, ça sera un bout des 8 heures, peut-être le samedi. Et peut-être le dimanche aussi. Et il faut organiser des trucs. Il faut parler avec le mec qui fait tes mignards. Ah, ça, j'aime bien, j'aime pas. Il faut organiser plein de choses. Il y a plein de petits trucs comme ça tout le temps. Et ça s'arrête jamais, quoi. Ouais, ouais, je sais pas, t'as pas peur pour ta santé mentale ou enfin, j'imagine que tu dois te sentir quand même assez fatigué et tout, tu te dis pas. Non, en fait, ça fait 2 ans que je le fais à temps plein. Littéralement depuis décembre, il y a 2 ans. J'étais plus dans le mal quand je bossais et je faisais YouTube à côté. Vraiment. Tu te sens bien, quoi. T'as l'impression que c'est viable, que le Fatigué? rythme que Non, t'as pas- actuellement. Ouais, c'est là où aujourd'hui le rythme est viable. Je vais devoir m'obliger à prendre des repos. Là, je m'oblige à, je sais pas, jouer aux jeux vidéo le samedi ou le dimanche un peu, tu vois. Faire une coupure cinéma, série. Si on parle des séries, alors tu sais, les séries, ça dure 8 heures. Ça dure pas 2 heures comme un film, par exemple.
Et, ce genre de choses. Parfois, on organise des émissions le jeudi, il faut voir des films en plus, tu vois. Donc parfois, on enchaîne plusieurs trucs et tout. Donc ouais, faut se forcer un peu. J'essaie de prendre un jour off par semaine. Mais tu vois, tu sais, je veux faire un truc un peu différent, tu vois, sortir avec des gens, faire autre chose. Mais c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué, ça dépend. Il y a des week-ends qui seront plus calmes que d'autres. Là, si je pars 2 semaines en mars, on est déjà en janvier, faut que je commence à bosser les vidéos de vacances. Ouais. Tu vois, parce que si je sors, on va dire 2 semaines, il faut que je sorte 10 vidéos, ou allez, on va dire 8. Bon, bah, c'est 8 vidéos en plus que je dois faire sur les 2 prochains mois. Donc ça va, tu vois. Ça le fait. Si j'en fais une en plus par semaine, quoi. Donc il y aura une vidéo, donc il y aura un samedi ou un dimanche qui va sauter toutes les semaines. Et même, tu vois, la semaine dernière, je m'étais forcé à jouer un peu jeux vidéo sur Twitch et tout avec des gens. J'ai joué, et après, le soir, je me suis dit, faut quand même que j'avance un peu sur certains trucs, quoi. Sinon, demain, je vais être trop mort, j'aurai trop de trucs à faire et tout. Donc ouais, il y a toujours des trucs à faire, quoi. Tu t'ennuies pas. Pourquoi tu baisses pas un peu le rythme? T'as peur que tu perdes des abonnés, tu perdes du reach et tout ça, quoi, si jamais tu fais une vidéo de moins par semaine ou Non, je pense qu'il faut profiter d'avoir un peu, entre guillemets, en toute modestie, le vent en poupe. Et c'est pas le moment de lâcher, quoi. Ok. En fait, je suis très conscient de la chance, du privilège que j'ai aujourd'hui. C'est à la fois, je pense, décevant pour moi si j'arrête. En fait, quand j'ai arrêté mon CDI, je me suis dit, si je vais pas à fond, ça sert à rien. Tu vois, si je tente pas l'expérience YouTube à fond, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment que je me donne à fond. Et je pense qu'il y a ce truc où c'est grâce à mes abonnés que je vis super bien. Et je bosse beaucoup, mais je vis bien. Enfin, il faut dire les choses. Donc, je leur dois ça aussi, quoi. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Pour eux, je suis jamais en vacances. Il y aura toujours du contenu. Parfois, il y aura pas le contenu le plus optimal sur certaines choses. Mais il y aura toujours. Et depuis 2017, il y a toujours eu du contenu, quoi. Même quand j'étais en vacances, tu vois, tu regardes mes vidéos YouTube, il n'y a jamais une pause. Jamais. Parce que c'est important. Je pense que c'est important en termes de reach aussi, d'algorithme, d'optimisation, c'est sûr. Mais tu vois, quand tu as cette chance-là, il faut pas la laisser filer, quoi. Et au moins, tu dis, quand, je sais pas, si un jour ça s'arrête, je peux me dire, j'étais à fond, ça s'est arrêté, c'est pas grave, au moins j'ai tenté à fond, quoi. Sans regret, C'est j'aurais ça. tout donné, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Alors parlons un peu justement de ton personnage et de ton type de contenu. Donc tu dis dans certaines vidéos que YouTube est pas tellement fait pour le contenu que tu fais, des critiques enfin, de cinéma, et que TikTok est plus adapté. Non, l'inverse. Ah, tu dis l'inverse. Ouais. Ok. Ah, excuse-moi alors. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Alors est-ce que tu peux préciser Ouais. par rapport à ça? En fait, sur YouTube, moi je traite de l'actualité cinéma. Généralement, je fais quelques sujets un peu à part ou des critiques de vieux trucs, mais c'est surtout de la critique de l'actu et de sujets voilà, qui sont comme ça, de la semaine ou vraiment dans le cadre d'un phénomène, d'une mode, d'un truc, quoi. Donc c'est vraiment l'actualité. Et c'est des vidéos sérieuses. Tu vois, on parle vraiment de cinéma de manière la plus sérieuse possible. TikTok, Instagram, bah, tu sais, j'ai commencé un peu, surtout TikTok, j'ai commencé durant le Covid comme beaucoup de personnes. Et c'est un contenu que je savais pas trop quoi faire. Et j'ai compris assez rapidement que ce qui est marrant sur ces plateformes-là, c'est la comédie, quoi. Ouais. C'est rigoler. Et c'est ça qui plaît aux gens. Du coup, si tu arrives à faire rire, entre guillemets, hein, je suis pas là en train de décrire des trucs, c'est naturel, tu vois, je fais pas des sketchs ou quoi. Si tu arrives à faire un peu rigoler les gens par rapport au ciné, c'est sympa, tu vois, c'est marrant. Et ça a bien marché, du coup, ça a bien pris cette année, l'année dernière. Faut pas le prendre trop au sérieux, quoi. C'est vrai, vraiment très second degré. Et parfois, il y a des vrais sujets hein, que j'évoque sérieusement, mais c'est une question de format. Quand je fais une vidéo YouTube aujourd'hui, tu peux pas juste faire une vidéo YouTube à l'arrache, entre guillemets. Et si tu traites d'un sujet, il faut le traiter de la manière la plus complète possible. Par contre, sur TikTok, vu que j'en sors 6-7 par jour en moyenne, je peux traiter de n'importe quoi. Sur TikTok, hier, j'ai fait une dégustation de galettes des rois. Tu vois, il y a un moment. Non, mais tu vois, je peux tout faire. C'est ça qui est bien. Tu peux tout faire. Et c'est une approche différente de se dire. Ok, YouTube, tu parles de ciné. TikTok, tu parles de ciné avec un peu d'humour. Et tout ce que tu veux, en fait, tu peux parler de n'importe quel sujet, politique, histoire. En fait, tu t'en fous. Et c'est une approche plus, mais sans le vouloir, hein, de manière naturelle. En fait, j'ai pas de grande stratégie, juste je me fais emporter par le flow du truc et je vois ce qui me plaît à faire. Et en fait, c'est une plateforme où tu peux tout dire, tout faire. T'as pas besoin d'être en mode ah ça c'est mon TikTok cinéma et tout. Si les gens ils veulent pas entendre parler de cinéma, ils vont sur mon YouTube. Et là, je pense que les gens sur TikTok ils suivent plus pour le personnage, la personne, en mode tu sais influenceur un peu à l'ancienne quoi. Plutôt que toi t'es le mec cinéma. Bon, il y a de ça évidemment, Les gens, ils mais te suivent plus pour toi que pour ouais, le pour contenu. moi, entre Ouais. guillemets, tu Ouais. vois. Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que ça marche bien. Parce que moi, je dis toujours, en fait, il y a des gens qui me suivent sur TikTok ou qui like mes posts Instagram qui n'auraient jamais de leur vie cliqué sur l'une de mes vidéos YouTube. Jamais. Enfin, Mm. et elles sont jamais dans leur feed en plus, tu vois. Ça n'existe pas. Mais avec le fait de scroll, bah, ils tombent dessus. Et ça, c'est une force qu'il faut pas négliger, quoi. C'est vide en termes de, tu vois, moi je trouve que TikTok, Instagram, il y a quasiment rien d'intéressant en termes de discours cinéma, parce que, en fait, parler de cinéma, ça prend du temps.
Tu vois, si Ouais. t'as envie de parler d'un film, les gens ils me disent c'est quoi ton avis sur le film? Donne ton avis rapide. Je fais ouais, mais si tu dis que j'aime bien, j'aime pas, tu t'en fous, va sur mon Letterboxd, regarde la note que j'ai mise et on passe à autre chose, tu vois. Et je l'ai beaucoup vu sur YouTube. Une fois que TikTok, Instagram a pris de la place dans le monde d'aujourd'hui, quoi, et dans la tête des gens, les gens restent plus longtemps sur les vidéos. Et moi, je m'oblige à faire des vidéos. Enfin, je m'oblige. Je fais des vidéos plus longues aussi. Parce que ce qui intéresse les gens, c'est plus le format, podcast, longue écoute. Et entendre quelqu'un parler de film. Là où sur TikTok, ils veulent juste la vie rapide. Sauf qu'avant, ils voulaient aussi la vie rapide sur YouTube. Donc le watch time était catastrophique, entre guillemets, parce que les gens, ils voulaient, ah bah il a aimé ou pas le film, je peux passer à autre chose. Maintenant, les gens, ils veulent savoir si j'ai aimé ou pas le film, ils vont sur Letterboxd, ils regardent un TikTok vite fait que j'ai fait, et puis basta. Mais si les gens, ils veulent entendre parler de films, comme moi, je dis que je suis pas critique, tu vois, je fais juste des vidéos sur le cinéma, je suis un influenceur sur cinéma, je suis pas critique, je suis pas un académique, juste je suis comme ton pote qui parle de ciné. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je mets critique dans les titres parce que c'est l'algo, t'es obligé, quoi, c'est comme ça que ça marche. Mais sinon, je suis pas critique, je suis juste un mec qui parle de ciné, et les gens, ils aiment bien écouter ça. Et le watch time, depuis qu'il y a TikTok, il a triplé sur YouTube, par Ouais. exemple. Tu vois. Sur TikTok, le watch time est nul, mais c'est le concept. C'est ça le truc. Non, mais c'est ça. Alors justement, tu parles de plein de sujets différents. Tu en as parlé, Ouais. tu parles aussi de politique, Ouais. d'art, tout ça. Pourquoi cette posture-là? Parce que j'ai envie, tout simplement. Tu vois, il y a pas de. Il y a des gens qui pensent que je suis machiavélique. Non, juste, au fait, je parle de ce que j'ai envie. Alors, c'est à double tranchant parce que parfois ils disent ah, t'as pas parlé de ça. Je fais bah, c'est juste pas un truc qui est passé dans mon feed ou qui. Mais parfois, je réagis à des trucs que je vois et j'ai envie de dire un truc dessus, tu vois. Et parfois, j'ai rien à dire. Et du coup, j'en parle pas. Mais parfois, j'ai envie de parler de certains trucs, de dire. Et surtout, il y a un truc sur TikTok, Instagram, vu qu'il y a beaucoup de contenu. Moi, j'ai une stratégie de volume avant tout sur ces réseaux-là plutôt que de trucs chirurgical où tu vas sortir un contenu travaillé par jour, tu vois. Moi, le volume, ça marche mieux pour moi parce que j'ai pas le temps de faire un truc chirurgical et ça me fait chier. Mais justement, faire 5-6 TikTok ou 7 ou même parfois j'en ai sorti 10 ou 12 le même jour parce que j'avais envie, j'ai des trucs à dire ce jour-là. Ça, c'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien parler comme ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de plein de trucs. Et vu que je m'oblige à en sortir 5, je m'accroche un peu à chaque petit sujet où je peux un peu développer, tu vois. Un petit peu, tu sais, on parle d'une minute, une minute deux, une minute trois, peut-être 2 minutes, tu vois. Et je m'accroche à tout et je prends tout, quoi, c'est tout. Il y a le revers de la médaille, c'est que tu as reçu aussi des menaces par rapport à ça. Non, il y a Ouais, des gens à qui ça plaît pas du tout. bien sûr. Même des menaces de mort, c'est ça Ouais, des menaces parfois de ouais. mort, les gens ils viennent en bas de chez toi, des trucs. Ouais. Comment on vit un truc comme ça? Moi, en fait, je m'en fous un petit peu, moi. Enfin, je sais que ces gens-là, c'est pas des gens que j'aime politiquement du tout. Et j'aurais jamais peur de ces gens-là, donc je m'en fiche. Ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas. C'est que, au pire, au pire, je meurs, tu vois, entre guillemets. En gros, Ouais. enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est juste que ça me fait pas peur, ça m'intéresse pas. Moi, je fais mes trucs, et puis basta, quoi. Tu vois. T'as des gens qui sont venus en bas de chez toi te Ouais. menacer ou quoi? Ouais, qui ont tagué ma porte, 2 fois, c'est arrivé. En fait, c'est chiant pour les voisins, surtout. C'est chiant. Ouais. J'ai eu 2 fois des tags racistes en bas de chez moi, et les voisins n'étaient pas contents. Parce qu'il faut nettoyer de une, et c'est le syndic qui s'en occupe. Ouais. Et surtout parce qu'au fait, ça fait peur aux voisins, quoi. C'est ça qui est un peu chiant. Mais les voisins, super sympas, ils sont conscients de ce que je fais sur les réseaux et tout. J'ai même des abonnés dans le truc, dans le bâtiment avant que. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc, ils sont. T'as ta garde rapprochée quoi. Non, non, quand même pas. Mais ils prendraient pas une balle pour moi. Non, on n'en est pas là. Mais voilà, ça les dérange pas tant que ça, quoi. Ils savent. En fait, c'est surtout pour les gens autour que c'est chiant. Moi, les menaces, les insultes, en fait, oui, j'ouvre Twitter, mes DM, je me fais insulter non-stop. Mais en fait, il y a un filtre qui s'est fait. Et moi, j'ai toujours eu cette chance. J'ai jamais été trop impacté, tu vois, par ça. Il y a des gens qui sont impactés. Mais moi, en fait, c'est ce truc un peu triste où t'en reçois tellement qu'ils disparaissent, quoi. Ouais. Donc c'est trop bizarre. C'est pas normal, hein. Mais il y a des gens, parfois, tu sais, j'avais fait un tweet j'avais partagé ma critique du film La femme de ménage et j'avais genre 120 réponses. Je me dis, mais qu'est-ce que. Et c'est que des trucs horribles. Et puis, mais c'est un truc de ouf, en fait, quand ils pensent. Ouais, tu sais, je me dis, mais en fait, c'est des malades. Mais en fait, à force, ça disparaît, quoi. Et toi, tu prends position sur pas mal de sujets, et à l'inverse, tu critiques un peu l'hypocrisie de certains créateurs de contenu, voilà, qui prennent soin de justement surtout pas s'exprimer sur des sujets chauds du moment, qui peuvent être clivants, parce que bon, j'imagine ils se disent, je peux pas perdre une partie de ma communauté. Ouais, en fait, c'est pas que je critique l'hypocrisie en soi, c'est plus. Moi, j'ai pas envie de suivre des marques. Tu sais ce que je veux dire? Moi, j'aime bien la culture du web de l'époque, un peu old school, dans le sens où j'aime bien suivre des gens et j'ai pas envie de devenir une marque pour les gens. J'ai envie d'être moi-même le plus possible, entre guillemets, avec mes vraies convictions, mes vraies idées, et certes peut-être un peu exagéré à certains moments, parce qu'il faut s'adapter aussi aux différents réseaux, comment ils fonctionnent, quoi. Mais j'aime pas le côté. Pour te dire un exemple, il y a plein d'influenceurs connus qui m'envoient des messages en me disant putain, je suis trop content que quelqu'un parle de ça. Je dis bah fais-le.
Tu vois, après, je peux comprendre, ils ont des salariés, ils ont des gens, il y a des gens qui dépendent d'eux, c'est normal, je comprends qu'ils prennent Ça, pas c'est quoi, par exemple, genre, c'est quoi des sujets politiques, des sujets sur d'autres influenceurs, des choses comme ça. Parfois, tu as des influenceurs, j'en parle, qui disent des choses abjectes et tout le monde les soutient. Je fais, bah, attendez les gars, c'est horrible ce qu'il a dit là, vous vous rendez pas compte ou quoi? Donc moi, j'aime bien être un peu en opposition par rapport à ça. Mais c'est jamais forcément personnel, tu vois. Quand je réagis à des gens, tu vois, je sais pas, quand Thibaut Inchep il dit une connerie, je déteste pas ce mec. Mais parfois il dit des trucs qui sont tellement vraiment problématiques et qui font mal à des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça a pas l'air d'être un mauvais gars qu'il faut lui rappeler, tu vois. Et il y a des choses comme ça par rapport à plein de gens. Et moi, on me le fait aussi. Hein. Et justement, il y a des gens qui me disent, ah, mais ça, t'as dit une bêtise, t'as fait, ah, j'essaie de comprendre, j'essaie my bad, tu sais, on essaie d'évoluer par rapport à ça aussi. Mais j'ai juste pas envie de devenir une marque et je comprends les gens qui le deviennent parce que, bah oui, ils ont il y a des responsabilités par rapport à, je sais pas, 5 salariés. S'ils ont plus de tel sponsor, bah comment tu payes les salariés, des choses comme ça. Mais, encore une fois, je capte, mais ça m'emmerde, ça me fait chier de suivre des gens un peu lisses, quoi, tu vois. Et moi, les gens que je suis le plus, c'est les gens qui parlent. Souvent, c'est des moyens et petits parce que je sais pas si tu peux grandir et en même temps parler, justement. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. Donc, je sais pas si c'est le plus le côté hypocrisie de la chose. Moi, c'est juste que moi, j'ai des retours de gens qui me disent ah trop cool, mais tu sais des gens qui ont des millions d'abonnés, des choses comme ça, qui me disent trop cool. Et je suis à chaque fois je me dis bah oui mais trop cool, mais vas-y parle-en un petit peu alors tu vois. Il y a toujours ce truc. J'ai un pote à moi, ça m'a un peu marqué, il m'a fait la remarque. On était dans un resto et lui aussi c'est un influenceur, il a plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur TikTok. Et je voulais un Coca Zéro, un Pepsi Max et tout, et j'ai pris un Coca. Et il m'a dit ah ouais tu fais pas le boycott et tout. Je fais, mais mec, tu n'as jamais parlé de la Palestine sur ton contenu. Depuis que tu as ton contenu, tu as 600 000 abonnés et tu me prends la tête pour un coca que j'ai même pas vraiment demandé, c'est juste que c'était tout ce qu'ils avaient, tu vois. Et il y a ce truc où je me dis, les gens, ils te font un peu la morale, où ils te disent merci, Andem et tout. Par contre, tu les entends jamais en public. Et je trouve ça trop dommage, quoi. C'est juste ça Ouais. qui me frustre un peu. C'est que moi, j'ai toujours dit, je préfère perdre tous mes partenariats, retourner bosser en salariat et pouvoir dire ce que je veux dire. Pour moi, c'est plus important. Du moment, après, je sais que je suis pas parfait, je dis des bêtises et j'essaie d'évoluer au fur et à mesure. Et je pense que c'est le but de tout le monde. Peut-être Thibaut InShape, je trouve qu'il a beaucoup évolué en 2 3 ans, tu vois. Et je trouve que c'est bien. Et il faut accueillir les gens qui évoluent, même si c'est des opinions extrêmes, horribles à la fin. Moi, je dis toujours, un qui change de bord, faut l'accueillir, tu vois. C'est Ouais. pas facile, hein, c'est dur même. Mais il faudra, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Si tu vois qu'il fait des efforts et tout, qu'il est dans son truc, parce que c'est aussi un truc où tu rentres dans une sphère sans le vouloir parfois, tu vois. C'est juste comme ça que tu as grandi. Moi, j'ai des amis qui ont vachement vrillé sur des trucs horribles. Et au début, tu n'abandonnes pas, tu t'accroches et t'essayes, quoi. Mais après, tu vois, c'est dur. C'est vrai que je suis moins tranché que toi. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé, tu vois, je quittais la banque, Goldman Sachs, j'avais pas aimé mon expérience et tout, et je m'étais vraiment construit contre cet ancien monde, contre le monde en place, le monde corporate, le monde établi. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que voilà, si je voulais construire quelque chose voilà, avec une certaine pérennité, que ce soit avec des sponsors, créer des emplois pour des équipes et tout ça, il y a quand même, je peux pas non plus tout dire absolument, tu vois, tout ce que je pense. Tu vois, et je dois faire Mm. des concessions pour justement pouvoir continuer à dire ce que je pense sur 80-90% des sujets. Bah, il y a 10% des sujets où faut pas non plus que je tacle par derrière dans la surface des gars Mm. qui, tu vois, où ça va vraiment me retomber sur la gueule. Quoi. Donc, Ouais, mais tu vois, moi, ça me dérange pas les gens qui disent rien. Tu vois, les gens qui se prononcent pas, ça me dérange pas en soi. Tu vois, moi, j'ai toujours dit, si tu as envie de parler de choses politiques, tant mieux, cool, je vais soutenir. Tu vois, si je suis d'accord ou même pas d'accord, mais tu vois, on peut débattre. Je soutiens quelqu'un qui en parle. Mais je vais pas critiquer les gens qui disent rien non plus, tu vois. C'est un choix aussi. Surtout qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, au fait, tout simplement. ouais. Tu vois, il y a plein de gens qui sont pas du tout connectés à ça. Bon, c'est déjà une position politique en soi, hein, mais il y a plein de gens qui s'en fichent. Donc je vais jamais aller dire à quelqu'un qui n'a jamais parlé de politique avant, ah bah tu parles pas de politique, je t'aime pas. Mais c'est plus en mode, vu que j'ai tellement de retours de certaines personnes, mais tu sais, d'un point de vue Ouais. direct, ou même dans les commentaires et tout, et qui eux ont une audience et qui n'ont jamais parlé, là je suis un peu frustré. Je me dis, bah attends, tu vois, si tu me félicites de ça, bah fais-le aussi, tu vois. C'est Ouais. surtout ça. Mais imagine, toi, t'en parles jamais ou t'as pas envie d'en parler, ça me dérange pas non plus, tu vois. Moi, il y a aucun problème. Et je suis aussi de l'école où j'ai des amis qui sont. Moi, je vais pas débattre avec certaines personnes qui sont trop extrêmes sur toi à droite pour moi. Je vais pas parler avec eux. Mais des amis qui parlent à tout le monde, tu vois. Et moi, je parle aux gens qui parlent à tout le monde. Ça me dérange pas non plus, tu vois. C'est un truc où je comprends la position, je parle à tout le monde. Moi, c'est pas mon choix, c'est pas ma position. Et c'est des trucs un peu comme ça, quoi. Je suis juste frustré parce qu'il y a des gens qui sont engagés en privé, mais pas en public alors qu'ils ont une grosse audience. Et c'est surtout ça. Mais si, voilà, je comprends les partenariats et tout. Je comprends qu'il y a des gens qui dépendent de, pas toi forcément, mais on va dire voilà. Et je comprends on peut plus dire autant de choses. Mais c'est juste Pourquoi qu'il y a ce décalage quoi, qui m'agace. Et du coup, moi, je vais plutôt soutenir des gens qui parlent de manière générale plutôt que des gens un peu lisses qui sont des marques. moi, je suis 100% d'accord avec toi et je pense que c'est. Enfin, je mets vraiment là-dessus ce qui a fait le succès de la créateur économie, de l'industrie de la création de contenu. Tu vois, c'est les gens préfèrent suivre des personnes
imparfaites mais authentiques, qui disent ce qu'elles pensent, et ça, et qui sont tu vois, plutôt que des experts d'un média, mais en fait le média il est payé par un milliardaire et ça, et qui véhicule. Tu vois, ils préfèrent suivre des gens plus incompétents mais plus transparents. Je suis un peu dur avec les créateurs de contenu, mais c'est comme ça. Par rapport à des médias, des entreprises, des marques, où c'est des gens plus compétents mais plus manipulateurs et qui servent d'autres intérêts. Tu vois. Et ça, je suis convaincu de ce truc-là. Tu vois. Je suis complètement aligné avec toi là-dessus. Tu vois. Cela dit, j'avoue, voilà, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin dans le sens où. Et pour le coup, je pense être quand même quelqu'un d'assez authentique qui dit quand même beaucoup ce que je pense. Mais il y a certains sujets sur lesquels je retiens mes coups, tu vois, où je me dis, bon, ça sert à rien de fumer tel et tel gars, de faire une vendetta contre eux, tu vois. Voilà, oui, je les aime pas, ils savent que je les aime pas, tu vois. Est-ce que j'ai besoin d'appuyer à fond, tu vois Ouais. Non, mais c'est un choix et je trouve pas ça hypocrite, tu vois, parce que c'est un choix éditorial, tu vois. Mais c'est juste le côté où il y a des choix qui sont éditoriaux d'un certain point de vue, mais pas de l'autre. Il y a des trucs, tu vois, des gens qui sont investis, qui sont engagés sur certains sujets, mais uniquement dans la sphère des autres, tu vois, dans les commentaires des autres, dans les republications des autres. Mais eux, ils vont jamais le dire à haute voix. Ouais. Et ça, tu te dis, mais en fait, c'est dommage. C'est ça. C'est Tu un les peu vois comme ça frustrant, quoi. discrètement liker Mais des ouais, petits c'est trucs. ça, Tu tu dis, vois, voilà, tu dis- ça c'est mon idéologie et je mets un petit coup de pouce Tu vois, et on les voit. Donc, c'est vraiment le débat. Tu dis, bon, en fait, c'est oui, je comprends vraiment, je Ouais. comprends. Mais pour moi, c'est frustrant et c'est dommage. C'est ça. Mais je pense que les marques aussi changent un peu d'avis sur ça, parce qu'elles voient qu'il y a un engagement qui est très très fort derrière les gens qui disent des choses qu'ils pensent, du moment qui ne sont pas horribles, tu sais, illégales quoi, de manière générale, sur le racisme, l'homophobie, des choses comme ça, par exemple. Et je pense que les marques aussi changent un peu. Elles se disent, bon, en fait, il y a un truc à aller chercher de manière purement tu sais, capitaliste et penser à ça. Stratégique quoi. Ouais, stratégique, parce que l'engagement est plus fort chez les gens comme ça aussi. Alors on va parler de capitalisme et de business juste après, parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, mais juste, est-ce que tu penses que c'est un truc qui va changer en 2027 avec les élections, avec la polarisation, tu vois, des bords politiques? Est-ce que tu penses que les créateurs de contenu vont être un peu obligés de se positionner sur les prochaines élections? Ou est-ce que tu penses qu'on va rester dans le « Ah non, moi j'ai... Quoi, il y avait des élections, je n'étais pas au courant. » Ouais, en fait, tu vois, ça commence déjà un petit peu. Il y a des gens qui vont dire des trucs sur les réseaux qui sont apolitiques, qui s'en fichent de la politique, et ils se font descendre. Ouais. Tu vois, déjà. Donc, même sans être partisan, parce que pour moi, il y a une différence entre parler politique et être partisan. Tu vois, parce que moi, je dis toujours, le cinéma, par exemple, il est toujours politique. Quoi qu'il arrive, il sera toujours politique. N'importe quelle œuvre culturelle sera toujours politique. Est-ce que l'œuvre est partisane, vraiment d'un parti? Pas forcément. Enfin, on peut peut-être déduire des choses, mais tout est politique. Partisan, c'est pas pareil. Et je pense qu'il y a des gens qui sont. Le fait d'être apolitique, déjà, c'est un truc politique, mais pas forcément partisan. Et je pense qu'il y a ce truc qui se mélange chez les gens entre politique et partisan. Il faut un peu faire attention. Et en 27, je sais pas trop si les gens seront saoulés d'entendre parler politique partout, parce que ça sera une sacrée élection en plus, qui va beaucoup diviser. Je pense que ce sera la plus grosse élection en termes de division d'un pays qu'on ait eu, un peu comme dans tous les pays, hein, en réalité. Hein. Ouais. On l'a vu aux States, on le voit en Europe, ça divise énormément et ça polarise énormément les gens de deux côtés spécifiques. D'ailleurs, le centre est en train de s'affaiblir, t'as l'impression, parce que ça va de l'un côté ou de l'autre. Et je pense qu'il faudra être dans un camp ou un autre. Et ceux qui vont pas l'être, on va pas les aimer, quoi. Je pense qu'ils seront moins bien considérés. Et je pense que ça va être insupportable aussi parce qu'il y a plein de gens qui vont laisser des indices. Et ça va saouler encore plus de gens. Moi, je pense que l'objectif, c'est où tu dis rien et t'en parles jamais. D'ailleurs, il y a plein de créateurs tu sais, connus qui m'envoient des messages. Ils ont dit, moi, je suis pas du tout dans le délire politique. J'ai pas du tout envie d'en parler. De toute façon, je m'y connais pas. Et j'ai pas envie d'en parler. J'ai dit, écoute, alors on n'en parle jamais. Tu vois, ne mets pas en avant tel post. Parce que tu sais, il y a des gens qui vont liker des trucs de politique parce qu'ils ont repris une trend, un son, un mème que le créateur a créé, tu vois. Et j'ai dit à ces gens-là, bah, en fait, c'est mieux de ne. Si t'es pas dedans, c'est mieux de ne rien dire. Tu vois, tu t'éloignes des likes, des commentaires, tu restes dans ta zone, t'ignores. Alors, on va te prendre la tête aussi, hein, dans tous les cas, parce que t'ignores, alors que peut-être pour beaucoup, le monde est dur, hein, vraiment. Donc, t'ignores et ils vont être vexés par ça. Mais si tu donnes un peu, les gens seront encore plus énervés, je pense. Donc, pour moi, où t'es un peu, entre guillemets, all-in, où tu fais vraiment comprendre ta position, t'en parles, ou t'ignores et tu pries que ça se passe bien. Bon, je suis content parce que à chaque fois que j'invite quelqu'un, normalement, voilà, avec la mentalité française, on a toujours un peu de mal à parler d'argent, de business et tout ça. Mais toi, tu le fais hyper ouvertement. Donc, j'ai vu un de tes posts voilà, sur Twitter où à la fin de l'année, en fait, tu donnes le récap de combien d'argent tu as gagné sur l'année. Depuis toujours, ouais. Ouais, depuis le début. Ok, depuis 2017, je crois. Hein, ouais. En tout cas, dans mes vidéos YouTube, j'ai toujours fait. Ouais. Alors, on vous le met à l'écran, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, donc je récapitule. Donc, cette année, YouTube, un tout petit peu moins de 50 000 euros. C'est en hausse de 17% par rapport à l'année dernière. TikTok, 40 000 euros, plus 150%. Donc, grosse explosion sur TikTok. Les partenariats, 86 000 euros.
Voilà. Et ensuite, c'est un peu plus anecdotique. Twitch, 1200 euros. Twitter, 1600. Spotify, 4000. Facebook aussi, 1200. Et droit d'auteur, 2700. Donc, ça fait un chiffre d'affaires total de 183 000 euros. Tu es en hausse de 40%, tu dis, par rapport à l'année dernière. Mais tu te verses un salaire de 41 000 euros. Donc, en baisse de 52% par rapport à l'année dernière. Notamment à cause des investissements que tu as fait dans une nouvelle émission sur Twitch. On va en parler. Il y a de ça aussi, ouais. Mais alors, juste, si je commente un peu, tu vois, ce qui est intéressant, bon, là c'est plus ma partie, le business, mais en fait, tu fais, sur les 180 000 euros que tu fais de chiffre d'affaires, bon, si je schématise un peu, tu fais la moitié, on va dire à peu près 90 000 euros, un tout petit peu plus en revenu plateforme, ce qui est hyper bien. Mais par contre, tu fais que, entre guillemets, 85 000 euros en partenariat, ce qui, moi, me paraît hyper petit, tu vois. Mais bon, peut-être que je me trompe, ça va être intéressant d'en parler. Et notamment sur les partenariats, je crois que donc, ton partenariat de VPN, c'est quoi, 60% de tes revenus de partenariat, c'est ça? Ou en tout cas... non, plus. Plus, ok, d'accord. Pour te dire, j'ai fait avec eux, je crois, 130 vidéos l'année dernière. Donc j'en ai 10 par mois à peu près, 10 à 12 par mois, en fonction de si je pense qu'il y a des vidéos qui marchent ou pas. Et vu que ça fait longtemps que je suis avec eux, on a gardé le même prix depuis 4 ans. Parce que c'est aussi grâce à eux que j'ai arrêté mon travail, tu vois. Parce qu'il y avait une sécurité, entre guillemets, et donc j'ai arrêté depuis ce moment-là. En termes... ouais, ça fait 4 ans, donc j'ai fait 2 ans sous CDI avec ça. Donc tu vois, je faisais 4 fois, 5 fois mon salaire de CDI avec YouTube pendant que je bossais, tu vois. Donc j'ai arrêté grâce à eux, on a le même partenariat depuis tout ce temps-là. Et j'ai pas grand-chose à côté. Il n'y en a aucun sur YouTube. Ça, c'est que YouTube, du coup, le VPN. Et il n'y a quasiment aucun partenariat. Et depuis, j'ai un agent depuis octobre. Et là, j'en ai eu beaucoup plus, quoi. Et là, mais par contre, le reste, c'est que TikTok et Insta. Parce que YouTube, encore une fois, c'est la stratégie de volume qui ne plaît pas aux marques, quoi. C'est-à-dire que ils vont voir, ce qu'on a dit, les 8 dernières vidéos, ils vont voir, c'est trop inégal, on ne va pas investir là-dessus. C'est pour ça. Donc YouTube, c'est plus compliqué d'avoir des partenariats. Après, tu peux toujours négocier. On va dire, moi, ce que je faisais avant, c'est que la vidéo va faire 50 000 vues. Si elle le fait pas, je remets un partenariat gratuit sur une autre, quoi, pour que la somme totale soit 50 000 vues. Et en général, sur le temps, les vidéos, elles font beaucoup plus, quoi. Donc c'est avantageux pour les marques. Mais surtout que j'ai l'impression que les marques aujourd'hui sont plus, en tout cas dans mon domaine, elles sont plus TikTok, Insta, quoi. Et sur TikTok, Insta, j'en ai fait depuis octobre une dizaine. Et ça paye beaucoup plus que YouTube, ce qui est frustrant parce qu'un TikTok, je le fais en 5 minutes. Un sponsor YouTube, tu dois lire le brief, faire des trucs, dire des choses. Ça prend genre plusieurs heures à faire. Sauf le VPN que je fais depuis des années, où j'ai l'habitude. Mais et ça fait plus cher. Une sponsor TikTok, Insta, c'est entre. Ça dépend de la marque avec laquelle on bosse, mais ça peut être entre 2000 et 4000, tu vois, sur les deux plateformes. Et sur une vidéo YouTube, c'est entre 600 et 1000, quoi, max. T'as combien d'abonnés sur Insta aujourd'hui? 235, un truc comme ça, je crois. Et TikTok, presque 600. Écoute, moi, pour te donner des chiffres, voilà, je connais plusieurs, c'est pas un cas anecdotique, je peux au moins 3 créateurs de contenu, que je vais pas citer là parce que pour donner leurs chiffres, mais qui sont à peu près dans ces eaux-là, donc autour de 300 000 abonnés sur Insta. Et le short en collab, tu vois, le réel, ils le vendent entre 25 et 30K, tu vois. Mais alors, écrit sur mesure pour la marque et tout ça, tu vois, je pense que tu vois à quel réel je fais allusion, tu vois, mais... Donc, je pense qu'il y a un gros potentiel. Alors, peut-être qu'ils sont sur des niches qui rémunèrent plus, quoique, dans ceux que je cite, c'est des gens pur divertissement, tu vois, pur humoriste ou quoi, voilà. Mais il y a un vrai potentiel, voilà, tu vois, je pense. En fait, c'est une question... Il y a plusieurs choses. Déjà, avant, j'avais pas beaucoup de partenariats parce que le fait de passer par un agent, ça aide. Parce que je suis pas apprécié par beaucoup de marques. Parce qu'elles me connaissent et elles sont pas fans de... tout l'éventail de choses que je dis, je fais et l'attitude. Et le côté volume, il fait perdre la valeur aussi au contenu, entre guillemets. C'est que vu que je sors 6-7 TikTok par jour, il y en a un qui est sponsor, c'est cool pour mes abonnés parce qu'ils ont qu'à le skip, à la limite celui-ci, ou ils s'y intéressaient. Et en même temps, pour les marques, ils se disent, attendez, il a sorti 10 TikTok aujourd'hui, c'est bizarre d'en mettre un sponsor comme ça d'un coup, il va disparaître dans la masse, alors qu'en fait, c'est pour toi dans tous les cas, ou ça n'a rien à voir avec le profil, quoi. Et tu vois, dans le monde du cinéma, alors, c'est bien de faire des partenariats genre hors ciné, je sais pas, le VPN, Rhino Shield, des trucs comme ça par exemple. C'est cool, et c'est pareil, ça prend entre 2000 et 4000, c'est des grosses marques. Mais c'est surtout, on s'organise par rapport aux vues moyennes et des choses comme ça, tu vois. Mais TikTok, ils vont faire en moyenne 200 000 vues. Mais ça dépend. J'ai bossé avec une marque. Le TikTok, c'était peut-être mon pire TikTok de l'année, tu vois. Mais parce que c'est la faute de la marque, 100%. Parce qu'on n'était pas d'accord sur le hook. Et j'ai dit, ce hook-là, il est nul, ça va pas cliquer, j'avais raison. Enfin, ça, ils vont pas rester dessus. Et les marques, depuis, elles écoutent un peu. Mais oui, je pense qu'il y a peut-être plus de choses à faire. Mais en fait, parfois, on bosse avec des petits distributeurs indépendants. Parfois, on bosse avec des grosses marques. Ça dépend, en fait. Et c'est dans le divertissement, il n'y en a pas beaucoup qui prennent. Et attends, parce qu'avant mon agent, quand j'avais des sponsors, je prenais genre 100, 200 euros. Parce que moi, j'ai vu que, comment te dire, 70% de mon temps, c'est YouTube.
C'est là que je mets toute mon énergie, c'est le plus important. TikTok, c'est un truc que je fais à 23h, je suis fatigué, j'en enchaîne 7-8 que je filme d'un coup, que je dois poster et on passe à autre chose. Donc, tu vois, pour moi, Alors que tu pourrais faire plus d'argent sur TikTok et ouais, sûrement. sur les collabs, quoi. En fait, Ouais, tu sûrement. privilégies le contenu au business, quoi. Ouais, puis surtout Aujourd'hui. que ça me fait un peu chier de faire des TikTok. Enfin, c'est pas que ça me fait Ouais. chier, c'est que c'est moins intéressant et moins stimulant intellectuellement que faire des vidéos où tu travailles un petit peu dessus. Donc les deux se marient bien, quoi. Je pourrais sûrement faire plus, mais enfin, ça va. Hein. C'est Ouais. vachement. Je suis pas dans cette quête. Si on peut faire plus, c'est le travail de mon agent parce qu'il prend un pourcentage et tant mieux. Il va choper plus et moi je vais le faire parce que c'est notre deal. Mais en même temps, je vais pas, tiens, même si j'ai plus aucun partenariat, je vis que de la monétisation YouTube, les 50 000 par an, je repasse en auto-entreprise et je vis très très bien, quoi. Tu vois. J'ai un mode de vie simple. Moi, le seul truc dans ma vie, c'est maintenant, je suis propriétaire, j'ai mon appartement. Je me suis viré moins d'argent parce que l'année dernière, j'avais un peu peur de ma situation et je me suis viré beaucoup de salaire pour rembourser mon prêt un peu. Je me suis dit, ok, j'avais un prêt à 1003, là je suis passé à 500 euros par mois. Au moins, je me dis, bah voilà, si jamais je dois retrouver un CDI, je vais quand même bien vivre. Tu vois, j'ai que 500 euros de prêt à payer. Si je reprends un salaire à 2005, tu vois, j'aurai une vie correcte. Moi, je veux juste de l'argent pour vivre normalement et partir en voyage, quoi. C'est mes deux trucs où je me dis, ça me ferait chier de ne pas pouvoir partir en voyage. C'est juste ça. Ok. Mais en termes de vie, bah, vu que je bosse beaucoup de façon, tu vois, j'ai pas le temps de vivre, entre guillemets, dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup des dépenses, c'est des dépenses maintenant d'entreprise, un PC, des écrans, ce qui aide énormément. Hein. Donc oui, il y a sûrement moyen d'optimiser. Mais j'ai pas le temps. C'est pas mon travail aujourd'hui. Et on va. C'est pas ton objectif, quoi. Enfin, c'est C'est pas pas ta priorité, quoi. non, mais tu vois, l'émission que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle Rage Bait, du coup, c'est tous les jeudis, c'est une émission où on invite en direct. Tu vois, il n'y a pas trop d'émissions au cinéma en direct sur Twitch et YouTube. On s'est dit, on va faire une émission en plateau. Ça me coûte en moyenne 6 000 euros par mois. C'est pas du tout rentable aujourd'hui. Mais on essaye, tu vois. Je me suis dit, pendant un an, j'essaye, voir si ça peut être rentabilisé en un an. Si on peut réduire les coûts le plus possible, tant mieux, trop cool. Si c'est un peu à perte, c'est pas grave, s'il y a les autres activités à côté. Mais tu vois, si un jour on n'a plus de partenariat ou tout tombe, bah, je vais devoir arrêter l'émission en priorité, quoi. Et j'ai pas envie de faire ça parce que j'aime bien la faire et des choses comme ça. Tu vois, il y a un potentiel, je pense. Mais c'est pas un potentiel financier. Parce que moi, quand je suis allé voir mon collab, je lui ai dit, j'ai envie de faire une émission. Je sais que ça va me rapporter 0 euros. Je sais que je ne serai jamais payé sur cette émission-là. Et ça a l'air fun à faire, tu Ouais, ouais, vois. ouais. Ça a l'air marrant. Et parfois, il faut tenter un peu des trucs comme ça, quoi. Non, mais 100%. Mais moi, je trouve que. Enfin, nous, la manière dont on réfléchit, c'est aussi de se dire voilà, il y a des trucs qu'on fait. Il y a des. Dans tout ce que tu fais dans ta journée, tu vois, sur les. Je sais pas si tu as 100 points d'action, Mm. il y a des actions qui sont faites clairement pour gagner de l'argent et il y a des actions qui sont clairement faites, tu vois, pour plus faire des trucs qui te font kiffer, tu vois. Typiquement, ce podcast, quand je l'ai lancé, Métier de rêve, bon. Ça gagnait pas du tout d'argent, ça en perd beaucoup parce que chaque émission coûte pas mal entre la Bien sûr. captation, le monteur, le graphiste, tout ça, tu vois. Et donc c'est plus. Mais du coup, c'est important de gagner de l'argent pour justement pouvoir continuer à faire les trucs qui te font kiffer, Ouais, tout c'est ça, quoi, ça. tu vois, pour avoir plus à dépenser, plus à investir dans les trucs qui te font pour des vidéos un peu plus gauleries, un peu plus gros budget, tout ça, quoi. Ouais, bah, faut tenter des trucs. Après, nous, tu vois, moi, je fais surtout des podcasts vidéo aujourd'hui, tu vois. Mm. Je fais pas de grosses vidéos, c'est pas l'objectif. Quand il y a des gens qui m'invitent sur des formats chez eux, là, c'est cool et tout. Mais c'est plutôt l'attitude. Tu sais, on crée toujours le contenu qu'on consomme. Enfin, moi, je trouve. Ouais, Moi, j'écoutais toujours des gens parler de ciné, mais je les écoutais, tu vois. Je regardais jamais des vidéos. Enfin, même quand il y a des vidéos essais, je regarde jamais la vidéo, j'écoute. Parce que, en général, bah, je connais le film, je vois de quel plan il parle, des choses comme ça. Donc, j'écoute toujours. Et j'ai envie de créer du contenu que les gens écoutent avant tout, même si moi, j'ai des images, des plans, je décris des choses. Je crée vraiment ce que je consomme. Et c'est ça qui m'intéresse. Tu vois. Et il y a plein de gens qui me disent, ah, tu devrais faire ça et ça. C'est pas ce que je consomme, donc c'est pas mon truc. ouais. Et pareil, l'émission en plateau, c'est un truc qui marche mieux en podcast. Et finalement, ça marche mieux en podcast d'écoute que sur YouTube, par exemple. Et c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est de créer un truc où les gens peuvent venir parler de ciné, que ce soit des acteurs, des professionnels. Tu en avais Orelsan qui était venu parler de son film. Ah ouais, On a eu ok. Malik Bentaleb l'autre jour. On a eu des animateurs, entre guillemets, pas du tout connus, mais ils sont animateurs de profession. On a des journalistes. Tu vois, on veut. L'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit où tout le monde qui est fan de cinéma, on a eu des influenceurs, tu vois. Juste les fans de ciné, ils peuvent avoir un endroit, un plateau pour venir parler de ciné, quoi. C'est ça l'objectif, parce que ça n'existe pas vraiment, quoi. Mais l'objectif, c'est pas de vendre l'émission ou tu sais, en mode machiavélique, putain, dans 2 ans, j'espère qu'elle vaut X argent. Non, Ouais. l'idée, c'est de pouvoir de la faire, que ça me coûte le moins de temps et d'argent possible. Que je puisse la faire parce que c'est fun, quoi. C'est Mais surtout aujourd'hui, ça. c'est une émission qui te coûte, quoi. Ouais, ouais, qui me coûte. Ouais, ouais. Mais on fait la 8e émission aujourd'hui. Ok. Donc ça va, tu Oui, vois, c'est normal, c'est le ouais, tout ouais. début. Et tu vois, on est en moyenne, on est à 1000 viewers en simultané. Et tu vois, dans le ciné-game Twitch, ça n'a jamais été fait, je Ouais, c'est un crois. délire, mais tu vois. Et Ouais. c'est pas mal, tu vois, on est content. Les VOD marchent plus ou moins bien en fonction des invités. Mais j'aimerais bien que l'émission devienne intéressante en dehors des invités. Ce qui est super dur, tu dois être le premier au courant de ça. Parce que Mm. si tu es des invités connus, plus les gens ils vont regarder. Mais j'aimerais bien avoir un minimum où les gens s'intéressent
à l'invité. Et nous, c'est horrible parce qu'il y a le sujet aussi. Donc attends, trouver les invités spécialistes dans un sujet, c'est dur, même si tu vas chercher des gens pas du tout connus d'Internet. Mais alors, intéresser les spectateurs à une émission sur un sujet spécifique et en même temps avec des invités qui connaissent pas, j'aimerais bien avoir quand même un minimum de vues, tu vois, pour dire que ouais, ça intéresse. Et pour l'instant, là, sur YouTube et podcast, les pires émissions, elles font, je crois, 25 000 écoutes. C'est vues plus écoutes, Ok. sans compter les lives, sans compter les vues live, quoi. En vue live, je crois que ça augmente à... Chaque émission fait au minimum entre 30 et 100 000 vues live. Donc, tu sais, les gens, ils passent, ils repartent. Ouais. Donc, faut que je fasse. J'ai pas encore fait la compta exactement des stats et tout. Mais pour une émission dans ce domaine-là, c'est pas mal, j'ai l'impression. Ouais, Mais il c'est n'y a pas bien, de point c'est- de comparaison. Donc, c'est dur de dire c'est un succès, pas un succès. Moi, le succès, il est en mode ok, ça me coûte quasiment pas d'argent. Je peux le faire tous les jeudis. C'est cool. Et on arrive à garder le rythme parce que c'est du taf aussi en plus, quoi. Toute cette aventure voilà, de créateur de contenu que tu as à temps plein depuis 2 ans, tu as peur que ça s'arrête à un moment, tu as peur que du jour au lendemain, ça s'arrête, tu dois reprendre ton job, enfin revenir dans le Je salariat ou pense quoi. que ça sera pas du jour au lendemain. Ça sera progressif. Peur, oui et non. En fait, si ça s'arrête, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis donné à fond, ça va. J'ai fait mon deuil, déjà, tu vois. Je me dis, Ok. bah cool, c'était sympa. Je vais retourner à une vie normale. C'était vraiment une bonne expérience. Si c'est moins bien et je vis quand même bien, je vais peut-être continuer. En fait, ça dépend, parce que parfois, je me réveille, je me dis, je suis dans ma chambre, il faut que je tourne une vidéo, mais je suis un enfant, en fait, tu vois. Je suis vraiment, il y a ce truc un peu, qu'est-ce que je fais, tu vois. Ouais. Et je me dis, ouais, moi, c'était pas ça mon rêve à la base, tu vois. Moi, je voulais bosser, moi, je fais des études dans l'Union Européenne, du coup, je voulais bosser dans plein de pays différents, faire des choses en Europe et en dehors. J'aimais bien le travail que j'avais avant, même en stage et tout, j'aimais bien. Même quand je bossais beaucoup, j'aimais vraiment bien ce que je faisais, tu vois. Et c'était moins stimulant, mais c'était plus enrichissant, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Tu apprenais Mm. des choses, tu rencontrais plus de monde. Là, c'est que je suis à la maison, c'est moins social forcément. Alors oui, on fait des podcasts, des émissions, on rencontre des gens, c'est cool aussi, hein. Mais il y a ce truc où quand tu es au travail, tu vois des nouvelles têtes arriver, partir. Moi, je suis quelqu'un de très extraverti aussi. Donc j'allais tout le temps aux événements de la boîte, on faisait des trucs et tout. Mais du coup, je bossais, j'allais à l'événement de la boîte et je rentrais bosser sur YouTube, tu vois. Donc c'était Ouais, pas ouais. viable, fatalement. Mais au fait, ça me dérange pas. Peut-être, je vais te dire ça, mais imaginons dans 5 ans, je retourne au salariat, je vais vouloir me défenestrer, j'en sais rien. Ouais, ouais. Mais tu vois, il y a 2 ans, je n'imaginais pas ma vie comme ça. Il y a, quand j'ai changé d'informatique à éco-gestion non plus. Donc en fait, je prends au jour le jour. Mais moi, je suis un peu, peut-être mentalité, je sais pas si c'est la chose à dire, mais mentalité un peu enfant d'immigré. Sécurité avant tout. C'est pour ça que j'investis beaucoup, tu vois, le plus possible. Non pas que dans des émissions, mais j'ai acheté un appartement avec une SCI pour. Parce qu'en fait, j'ai peur d'être pauvre, comme beaucoup de personnes, tu vois. C'est un truc que j'admets, tu vois, j'ai peur de retourner dans une forme de précarité. En fait, je me rendais même pas compte que j'étais un peu précaire avant, tu vois. Quand je sortais pas, quand j'allais pas en vacances, je me rendais pas compte. Et maintenant, quand tu as un peu d'argent, tu dis, putain, comment je faisais à l'époque, tu vois. Et ça, c'est dur. T'as pas envie de retourner dans un truc où tu galères, quoi. Ouais. Donc j'essaie de me créer un énorme filet de sécurité. Et j'aurais envie toute ma vie d'avoir un filet de sécurité, tu vois. Au moins de me dire, tu vois, je suis safe. J'avais vu un truc, une émission de Avamind des Terracides. Terracide disait, bah maintenant, si j'arrête de bosser, je suis bien. Ça, c'est un peu le rêve, tu vois. Mais je sais que je vais jamais arrêter de bosser aussi, tu vois. Mais au moins, je pourrais bosser sans penser à l'argent. Ce qui est le rêve ultime, en fait, de tout le monde, je pense. Mm. Bon, peut-être le rêve ultime, c'est de pas bosser tout court, hein, mais de pas bosser, de bosser et de pas. Enfin, moi, j'aime bien bosser aussi, hein, je pense, comme Ouais, toi. ouais, je pense. J'adore faire des trucs tout le Je pense temps. pas que les gens veulent pas bosser, ouais. Ouais, je pense qu'ils. Bon, Tu veux peut-être bosser ils sur vont un truc qui te fait peut-être ils vont kiffer, mais partir. Ouais, voilà, c'est rien ça. faire de ta life. Tu vois, même s'ils voyagent, peut-être ils vont commencer à faire des vlogs voyages, Ouais, ouais. professionnaliser tout ça, tu vois, j'en sais rien. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup. Ouais, je pense que c'est important aussi de bosser, hein, c'est ma mentalité aussi. Enfin, important. Je vais pas dire ça à quelqu'un qui galère, hein, mais je pense que moi, ma personnalité, c'est que j'aime travailler. Et même si. Mais j'aimerais bien travailler sans penser à l'argent. Ça serait génial. Mm. Enfin, ça pour moi, c'est le rêve. Et ça, on n'y est pas. Et je pense que j'y serai jamais. Mais on se rapproche, et plus tu te rapproches, plus tu te sens sûr, quoi. Mais tu vois, l'émission, si je mettais les 6 000 euros de côté par mois, j'aurais pu racheter un appart à la fin de l'année. Mais j'ai envie de tenter un truc un peu différent. Parce que là, j'ai ce mini filet de sécurité où j'ai mon appart. Là, j'en ai un autre et j'aurai un loyer de quelqu'un qui va le payer. C'est cool. Mais ça me permet d'avoir un truc où je me dis, bah, et peut-être, je sais pas, imaginons, je vais acheter un autre appart ou investir dans un autre truc. Peut-être l'émission, je pourrais l'autofinancer juste avec les loyers. Bon, c'est un peu Ouais, ouais. trop capitaliste peut-être pour certains, mais tu vois, moi, je suis pas anticapitaliste de base. Mais c'est surtout ce truc-là où je me dis, maintenant, si je peux mettre mon argent dans des trucs qui font plaisir à moi et à d'autres gens, j'aimerais bien le faire. Mais faut être un peu égoïste aussi. Parce que moi, j'ai peur aussi de retourner dans ce truc-là, quoi. Et c'est comme ça que je le vois. Alors, petit happening, voilà, je posais un certain nombre de questions et tu me réponds par oui ou par non. Ouais. Tu peux voilà, d'abord commencer par répondre par oui ou par non et ensuite, si tu veux développer un tout Ok. petit peu, tu peux aussi. Mais tu vas voir, c'est assez similaire avec ce dont on vient de parler, Ok. donc voilà, je vois que ça a été bien écrit. As-tu déjà eu peur que tout s'arrête? Oui et non. Ouais, c'est ce que je viens de dire à peu près, quoi. Oui et non. Je suis prêt à ce que ça s'arrête. La peur est-elle un moteur?
Non, pas un moteur. Mais non, c'est pas un moteur, mais elle existe. Mais ça motive pas, je dirais. L'argent rend-il vraiment libre? En fait, c'est le mélange d'argent et de temps, plutôt. C'est d'avoir l'argent et le temps de le dépenser surtout. Est-ce que tu te sens plus fatigué qu'heureux? Ça dépend des jours. Ça dépend des semaines, ouais. Est-ce que tu referais le même parcours? Bah, en théorie, moi qui suis un peu fou de l'optimisation, je dirais que non. Mais si je suis arrivé là, c'est que j'ai pas trop déconné non plus, quoi. Donc ça va. Mais on pourrait optimiser. Les réseaux sociaux sont-ils trop instables pour être un vrai métier? Oui et non. Tu vois, aujourd'hui, YouTube est devenu stable, je trouve. D'ailleurs, ça a augmenté les revenus cette année, par exemple. Les gens qui se lancent sur TikTok et veulent en faire un métier, je leur dis qu'ils sont complètement fous aujourd'hui, surtout que la monétisation est baisse, il y a des changements d'algorithme tout le temps. Mais YouTube, ça va. Les autres réseaux, je dirais que non. Enfin, YouTube et toute autre plateforme de podcast qui monétise plutôt pas mal, quoi. Mais les autres, non. Est-ce que tu te sens aligné avec ce que tu fais aujourd'hui? Oui et non. Parfois, bah, ça reste un travail, donc parfois tu te forces à aller voir le film Minecraft, quoi. Tu vois. Ok. Est-ce que tu as trouvé ta place? Pareil, oui et non. Je suis un peu à ma place, mais je pense que je pourrais faire autre chose aussi, être à ma place. Tu sens que tu vas continuer à évoluer quoi, dans les prochaines années, quoi. Tu sens que tu n'es pas Je- encore arrivé à un endroit où tu es bien et tu es Mais stable. je pense qu'on j'y arriverai jamais. Ouais. Mais sinon, ce serait chiant. Où je me dis, bah là, c'est bon. C'est qui l'intérêt, tu vois. Hmm. Ça serait ennuyant après. Tu vas continuer à bouger tout le temps, quoi. Il faut essayer. Alors, quel conseil tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer sur les réseaux ou à l'inverse, à quelqu'un qui fait du contenu depuis un certain moment sans résultat et qui n'arrive pas à percer? Je pense que pour se lancer, il faut commencer en faisant autre chose à côté. Il faut pas que ce soit un objectif de devenir créateur de contenu. C'est un truc que tu fais à côté, que tu aimes bien. Et si tu saisis une opportunité, là, prends-la. Mais sinon, c'est un truc qu'il faut faire à côté. Faut pas lâcher sa carrière, sa vie, tant que c'est pas stable. Ouais. Vraiment, si tu peux pas le faire à mi-temps, tu peux pas le faire à temps plein. Pour moi, c'est pas possible. Donc il faut vraiment déjà essayer sur le côté. Et ensuite, tu peux peut-être lâcher si ça se passe vraiment bien. En sachant que tu peux toujours revenir. Ça dépend plus Tu vois, il y aura toujours des films. Normalement, moi, ça va. Sauf si c'est jamais ce qui se passe, hein, mais normalement, ça va. Pour quelqu'un qui n'y arrive pas depuis des années, je vais être un peu cynique, hein, mais il faut regarder dans la niche dans laquelle on est. Tu fais comme tout métier, étude de marché, tu regardes ce qui se fait, et là, tu le fais à ta sauce. Ah, si ta sauce, elle est pas bonne, change un peu ta sauce, j'en sais rien. Si on veut vraiment percer, si l'objectif est purement statistique, il faut voir ce qui marche, le faire de manière sincère, à ta sauce, et t'adapter, quoi. Mais faut pas se trahir non plus. Moi, je pense pas que je me suis trahi, par exemple. Peut-être parfois t'extrapoles, t'exagères, tu crées des personnages si tu veux. Ça peut être une bonne manière de le faire à ta sauce. C'est que tu crées un autre personnage qui est pas vraiment toi-même, mais t'en joues du coup. Tu vois. Ok. Ça peut être pas mal. Donc, Mais il faut analyser, quoi. Il y a des gens qui percent pas. Et j'en ai vu plein dans mon domaine, plein de gens et tout. Je fais oui, mais malheureusement, tu vois, YouTube, qui sait si les gens qui font que du YouTube aujourd'hui dans le monde du cinéma, ils seront encore là dans 5 ans. Tu vois? Est-ce qu'il y a des nouvelles générations qui connaissent les anciens de YouTube? Pourtant, tu vois, tous les gens que je suis moi depuis des années, ils font encore des vidéos. hmm. Mais est-ce ils font moins de vues déjà, de une, parce que YouTube, ça c'est un peu entre guillemets cassé la gueule, hein, même si c'est encore très fort, hein. Est-ce que dans 5 ans, ils seront encore autant. Est-ce qu'ils vont autant attirer de nouvelles personnes? Quand tu es sur tous les réseaux, et je pense que quand tu es influenceur aujourd'hui, tu dois être sur tous les réseaux, quoi. Ou alors des réseaux compatibles. Tu vois, TikTok, Twitch, c'est vachement compatible. Tu vois, depuis que je suis sur TikTok, quand je fais des streams, ça a fait 10 fois plus de vues, quoi. Enfin, de viewers en simultané. Car avant, au début d'année, je streamais sur un jeu vidéo, ça faisait 20 viewers. Maintenant, je stream sur un jeu vidéo, ça fait 200 viewers, quoi. C'est tout petit, hein, mais c'est grâce à TikTok aussi. Tu vois, il y a des trucs un peu compatibles. Par contre, passer de TikTok à YouTube, compliqué. Hmm. Le switch, il se fait très mal. Parce que toi, tu dois le savoir. Je sais pas à quel point les clips, enfin, tu peux jamais le savoir en soi, mais les clips que tu postes et ceux qui se redirigent directement, entre guillemets, sur les podcasts, je pense pas qu'ils existent. Je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur l'algorithme des plateformes en question, d'écoute, de vidéos. Et TikTok, c'est pour se faire connaître. Et par contre, quand il y aura un truc où les gens vont me dire, ah, t'as pensé quoi de tel film, pardon, ils vont se dire, ah bah, c'est vrai qu'il fait des vidéos YouTube. Et là, ça va bien marcher. Donc j'ai remarqué que la base est les plus solide en termes de vues depuis que je fais TikTok sur YouTube. Donc il y aura un minimum qui est assez solide, même sur des sujets niches, ce qui est pas mal. Et en même temps, quand il y a des gros trucs, ça marche beaucoup mieux que, entre guillemets, des concurrents qui n'ont pas la force TikTok, quoi. Hmm. Et ça c'est un bon truc. Et en termes d'abonnés, j'ai jamais pris autant d'abonnés sur YouTube cette année que depuis que je fais des vidéos. Ça veut pas dire que ces abonnés ont été retranscrits en vues,
Mais au moins les gens connaissent et quand il y aura tel film, ils vont se dire ah c'est vrai que lui il a fait tel truc. Donc je pense que TikTok c'est bien pour se faire connaître. D'accord, pour la découvrabilité. Alors que pour Twitch, c'est bien d'être sur TikTok et Twitch parce qu'en plus tu peux le live en même temps et du coup les gens ils vont aller sur ton live TikTok et Twitch. Du coup il y a un transfert qui se fait de manière automatique. Mais chaque fois que tu live, tu fais sur multiplateforme. Ouais, je live TikTok. Alors pour mon émission, c'est sur ma chaîne principale YouTube, sur Twitch et sur TikTok. Et tu vois, TikTok, il y aura des gens qui vont regarder en moyenne, une centaine qui vont regarder, mais ils vont beaucoup switch sur Twitch. Et D'accord. sur YouTube, beaucoup moins. D'ailleurs, même il y a des gens qui voient le live sur YouTube et ils vont sur Twitch. Donc parfois sur YouTube, je vais faire 300 viewers moyens sur YouTube, ma chaîne principale, à 300 000 abonnés. Et on voit vraiment qu'il y a un truc où il y a un transfert de YouTube à Twitch, quoi. Ah ouais, ok. Donc c'est beaucoup Twitch aussi. Enfin, ça dépend des préférences des gens, quoi. Mais ouais, il y a des trucs comme ça transférables. Mais je pense pas que les clips de podcast transfèrent énormément vers Spotify. Tu vois, maintenant, je poste sur Spotify, Deezer, partout maintenant. Et ce qui est un peu chiant, parce que moi je fais aussi beaucoup de choses sur les images, les plans. Ah, dans tel plan il y a tel truc, donc tu vois, les gens sur l'écoute ils l'ont pas. Ouais. Mais sur Spotify il y a la vidéo maintenant, ce qui est cool. YouTube il y a la vidéo. Par contre, Apple, Deezer, Amazon Music, je l'ai quand même fait. Tu sais, je passe via Cast, ils postent, c'est monétisé. Et les gens ils peuvent écouter. Et c'est d'autres audiences. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a des gens qui vont jamais aller sur YouTube, mais ils vont aller sur Deezer. Ouais. Ils vont aller sur Spotify. Et maintenant, il faut être partout, quoi. Ouais, il C'est faut ça, être le truc. partout. Ouais. Il faut être partout. Et ça prend plus de temps. Et il faut vraiment le faire. Mais tu vois, sur Spotify, je crois que j'ai commencé en avril. J'ai quoi, 7000 abonnés, je crois peut-être un peu moins. Et je suis en tendance Spotify depuis décembre parce que j'ai commencé à reposter encore plus de choses, à mieux le faire. Et ça marche bien. Et bon, ça monétise en plus. Et surtout, c'est d'autres audiences, quoi, vraiment. C'est Ouais. important. Je suis d'accord avec toi que c'est bien de se diversifier. D'une part parce que c'est des audiences différentes, c'est-à-dire que tu as des gars qui sont que sur LinkedIn ou des mecs qui font qui consomment toute ta vidéo YouTube mais en format short, voilà, sur TikTok ou quoi. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a des méta, quoi. C'est-à-dire tu as des moments où certaines plateformes sont broken, d'autres à l'inverse, il y a des moments où ils serrent complètement la vis et ça devient impossible de faire des vues. Tu vois, bon voilà, sans les nommer, il y a des plateformes qui ont vraiment resserré la vis récemment et ça devient complexe. Donc ouais, c'est bien d'être diversifié et de surfer un peu les vagues à différents instants, quoi. Ouais, il faut être partout, sinon tu disparais un peu, quoi. Et ça se voit, enfin, en termes de... Avant, avec YouTube, même, tu vois, dans la rue, on me reconnaissait assez souvent. Peut-être à chaque fois que je sortais, tu vois, une fois. Maintenant, à chaque fois que je sors, même si c'est pour 10 minutes, c'est entre 3 et 6 personnes, on va dire. Ah ouais. Donc ça... Mais, enfin, t'as partagé les revenus, mais je pense qu'il faut partager aussi les stats, parce que j'avais partagé les deux. Ouais. Et tu vois, en termes de stats, sur YouTube, c'était 14 millions de vues, un truc comme ça. Sur TikTok, c'était 650 millions de vues sur l'année. Ouais. Donc l'impact n'est pas le même, quoi. C'est Ouais. ça aussi. C'est pour ça. Ah, tu te fais reconnaître dans tous les sens, quoi. Ok. Bah, enfin, surtout, tu le remarques. C'est qu'il y a des gens qui te regardent bizarre. Ouais. Donc, j'étais à la pharmacie tout à l'heure, la dame qui est sortie, elle m'a regardé trop bizarre. Vraiment, ouais. Tu vois. Ouais. Et après, elle était dehors sur son téléphone en train de regarder si c'était moi, quoi. Tu des trucs comme ça, tu les crames. T'es au resto avec des potes, ta copine, je sais pas, les gens, tu les vois, ils te regardent bizarre, quoi. Et Ce qui est terrible, c'est que souvent, il n'y a que toi qui le vois. C'est-à-dire que les gens avec toi, ils le voient pas forcément, Ouais. tu vois, et toi, tu captes parce que tu as appris à capter, tu vois des mecs qui se retournent. Mes potes, ils se sont habitués un peu. Ok, ok. Et ils me disent, ah tiens, regarde, lui, il te regarde bizarre depuis tout à l'heure, des trucs Ok, comme ça. ouais. Mais oui, ça se voit. Parce que les gens, ils sont pas discrets. Ouais, ils sont Mais pas en discrets. fait, ils se rendent pas compte qu'ils sont pas discrets. Mais parce que personne te regarde bizarrement dans la rue, sinon, tu vois. Les gens, ils peut-être se regardent comme ça quand tu passes, des choses comme ça. Mais sinon, ils te regardent pas dans la rue, quoi. Ouais. Peut-être même au bar, tu vois, au bar où c'est un endroit un peu de flirt, de trucs et tout, et les gens, ils se regardent un peu, tu vois. Mais même au bar, quand les gens, ils te regardent trop, t'as compris, tu vois. Homme, femme, peu importe, il y a ce truc où, ok. Et ça arrive bien plus souvent avec TikTok, quoi. TikTok, Instagram. Et pareil, tu vois, le TikTok, Instagram, j'ai commencé à poster sur Instagram en vraiment sérieusement. J'ai commencé à reposter tous mes TikToks sur Insta en septembre-octobre l'année dernière, du coup de 2024. J'ai fait 7 millions de vues en 2024. Et là, j'en ai fait 260, un truc comme ça. En plus, t'as les droits d'auteur sur Instagram. Et tu vois, avec 7 millions de vues, j'avais touché 500 € de droits d'auteur. Là, j'ai hâte de voir les 265 millions. Ça va être combien de droits d'auteur? Je sais que ça va décliner de manière progressive, ouais. hein, bien sûr. Mais je suis curieux de voir ça, par exemple. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas la monétisation sur Instagram, mais en théorie, oui et non, quoi. C'est un truc qui te saoule, la notoriété, ou tu le vis bien ou... Ça me dérange pas. Il n'y a jamais de problème dans la vraie vie. Mais tu deviens un peu parano, quoi. Enfin, parano. En fait, t'es un peu dans le Truman Show. Tu sais que les gens, ils te regardent. Ouais. Du coup, tu peux plus être comme avant. Ça fatigue, en fait. Pas petit feu, ça Non, fatigue. en fait, quoi. ça fatigue pas. C'est juste que je dois me comporter normalement tout le temps. Ouais, quoi. bah, donc c'est chiant. Enfin, tu dois faire attention. Ouais, en fait, c'est pas. Les gens, ils sont toujours sympas. Donc, même, tu sais, avant, quand je sais pas, j'allais boire trop de verre avec des potes et ils voyaient clairement que j'étais bourré, des choses comme ça. Les gens, ils comprennent, tu vois, c'est pas grave, ils sont toujours super sympas. D'ailleurs, les gens, ils viennent le plus te voir quand t'es au bar et que eux, ils ont bu. Parce que là, ils ont pas peur de venir te Ouais. voir, tu vois. Mais c'est pas.
tu sais, en fait, c'est juste un peu bizarre parce que les gens te regardent, quoi. C'est juste, Ouais, tu dois vivre ton truc. Je suis pas en mode vraiment méga star non plus, mais tu vois, tu le ressens. ouais, Tu le ressens et du coup, tu dois te comporter normalement parce que, bah, en fait, il y a des gens qui ont peur de venir te voir, que tu réagisses mal, surtout avec mon personnage un peu aigri sur les réseaux TikTok, Instagram. Et faut toujours être sympa avec eux. Moi, ce qui m'énerve, non, pour le coup, et c'est pas la faute des gens, mais quand je vais courir, bah, si je cours avec de la musique, genre, tu sais, en plus, tu cours, t'es focus, t'es dehors, et tu cours, du coup, tu fais de plus grandes distances, du coup, tu as plus de monde. Et les gens, parfois, ils t'appellent, ils t'interpellent et tout, et t'entends pas parce que c'est dans ton monde. Et parfois, tu as des gens en message, ils disent ah, tu m'as ignoré et tout. Enfin, tu sais, la majorité ouais, comprennent, tu vois. Je suis désolé, j'ai pas fait gaffe, je courais. Même quand j'ai mes écouteurs, parfois je marche et les gens, tu sais, ils me font des signes et je vois pas. Parce que tu sais, dans la vraie vie, quand les gens te font des signes, tu t'arrêtes. Enfin, tu t'arrêtes, ouais. mais il faut vraiment qu'ils soient obvious, les signes. Et moi, quand je suis dans ma journée, j'écoute ma musique, je me marche, il faut vraiment que les gens ils soient devant moi ou qu'ils m'arrêtent. Et en fait, j'ai pas envie de les vexer, tu vois. C'est ça qui me dérange un peu. C'est pas le côté qui me voit, c'est juste. Parfois, je suis juste pas dans le mood, je suis toujours, ça me dérange pas parce que je comprends que c'est chiant pour les gens d'arrêter quelqu'un et ils ont un peu peur, donc ça me dérange pas. Mais c'est juste parfois, je les ignore sans m'en rendre compte et je me sens coupable. C'est surtout ça Ouais. qui me dérange un peu, quoi. Et le fait de courir, parfois, je vais courir sans écouteurs parce que je sais que je vais devoir dire bonjour à des gens, quoi, que je connais pas. Et c'est chiant parce que parfois, t'as envie de courir avec de la musique, quoi. Donc, faut un peu s'adapter. Tu vas courir à des heures où il y a moins de monde, peut-être. Tu vois, Tu cours en cagoule. non, quand même pas, Ah. parce que il fait chaud, tu vois. Non, mais voilà, faut un peu. Mais justement, quand on a reçu des gens un peu connus dans notre émission, bah, eux, ils venaient en cagoule, quoi. Tu sais, ils étaient cachés. Ah ouais. Normal, tu vois. Orelsan, il débarque en cagoule. Bah, j'ai pas envie de révéler comment il est Ouais, venu, tu vois, mais tu le reconnais pas dans la rue, quoi. ouais. Mais c'est volontaire, parce que sinon, bah, lui, il peut pas vivre. Tu vois, c'est impossible, tu veux pas prendre le métro en fait quand t'es quelqu'un comme ça. Déjà dans le métro, moi on m'a arrêté 2 fois en venant là, de Gare du Nord à ici, donc tu vois, on m'a arrêté 2 fois dans le métro. Et puis t'es assis dans le métro, les gens ils te regardent bizarre. C'est pas grave, hein, mais c'est juste, j'ai pas envie de me sentir, j'ai pas envie d'être méchant avec eux sans le vouloir quoi. C'est ça qui me Ouais, dérange. ouais. Mais tu vois, à chaque fois que je prends le train de Lille, à chaque fois, hein, depuis novembre, quand je prends le train toutes les semaines pour venir pour faire l'émission, j'ai toujours un DM. Ah, c'est toi dans le train à 8h15 ou à 21h et tout. Je fais oui. Mais tu vois, il te voit. Il y avait un mec, il était devant moi. Tu vois, on était dans un carré, devant moi. Il m'a regardé genre 1 heure comme ça. Et trop bizarre, mais t'as pas envie Parce qu'ils d'être. sont pas sûrs. Ben ouais, mais t'as pas envie d'être le mec en mode oui, c'est moi, tu vois, c'est trop bizarre, Oui, c'est trop oui. égocentré. Du coup, t'attends que le mec il réagisse, sinon tu dis rien, tu vois. Et après, en arrivant chez moi, j'ouvre Instagram parce que Instagram, t'es obligé de regarder un peu les DM parce que parfois il y a des trucs pour le travail aussi, quoi. Et c'était toi devant moi pendant 1 heure, je fais oui, j'espère que tu es gêné de m'avoir regardé pendant 1 heure. J'ai dit ça en rigolant, tu vois. Donc c'est juste ça qui est un peu particulier, quoi. En fait, c'est ça. Et comme tu as dit, tu peux pas dire oui, c'est moi. Moi, il m'est arrivé un truc très chelou aussi une fois. C'est, tu vois, je vois un gars qui arrive et qui me dit tu peux prendre une photo, tu vois, il me file le téléphone et ça, tu vois. Enfin, est-ce que. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit est-ce qu'on peut prendre une photo, tu vois? Je dis ouais, ok, pas de problème. Et en fait, il voulait que moi je prenne une photo de lui et son pote. Il Ouais, savait pas ouais. du tout qui j'étais, tu vois. Mais donc, et donc parfois, tu te dis bah en fait, ouais, arrête de penser, tu vois. Et après, il y a aussi plein de gens qui te connaissent pas, tu vois. Donc, Ouais, le truc des photos, parfois je me sens coupable aussi parce que les gens, ils prennent une photo avec moi et la majorité des gens, ils prennent la photo et ils disent OK, bonne journée, merci. ouais, Et moi, j'ai pris le réflexe de dire bonne journée avant que la personne me dise bonne journée, alors que parfois elle veut dire un truc, tu vois, elle veut parler un peu avec toi. ouais, Et genre, parfois, je suis en mode un peu froid sans le vouloir, en mode ah, on a pris la photo, bah bonne journée. Parce que je cherche toujours la main des gens quand je les rencontre, tu vois, forcément. Et après, ils me disent ah, pardon, je voulais juste te poser. Ah, pardon, je suis désolé, tu sais, c'est le réflexe, c'est devenu genre pavlovien, tu vois. ouais. Photo, bonne journée, on passe à autre chose. Parce que 95% des gens, c'est ça. Et tu sais, ils sont un peu embarrassés, ils demandent la photo, ils passent à autre chose. Et du coup, toi, c'est devenu un automatisme. Ah bah ok, bonne journée. Et certains veulent un peu parler, et moi, ça me dérange pas, tu vois. S'ils font le trajet avec moi, je leur dis, bah viens, moi, je faut que j'aille là, viens marcher un peu avec moi, mais il faut que j'y aille par contre, tu vois, mais viens si tu veux. Parfois, il y a des gens qui courent avec moi, tu vois. Il y a Ouais, des joggers, ils s'arrêtent, oh, je peux courir avec toi, je fais, viens, si tu veux. Tu vois. Mais c'est juste, j'ai pas envie d'être méchant sans m'en rendre compte parce que c'est devenu un réflexe un peu de mec qui prend des photos qui passe à autre chose. C'est juste ouais, ça. ouais. Et parfois, je me sens mal, je suis désolé, je voulais pas te couper. Si tu veux, on parle, y a pas de souci, tu vois. Et c'est juste ça. Donc tu développes des réflexes un peu bah, comme toi, cette histoire où t'as l'air un peu con. Ouais, Tu t'as vois, l'air de se dire, intéressant, ouais, ouais. ouais. Mais c'est un peu le jeu, mais il faut faire un peu gaffe. Mais en fait, le truc, c'est que. euh, tu vois, maintenant, il y a beaucoup de réals, d'acteurs qui me suivent, qui m'envoient des messages. Et il y a plein de gens qui me posent la question est-ce que tu changes ton contenu par rapport à ça? Si tu réfléchis aux gens qui te regardent, tu deviens fou. Ouais. Donc il faut que tu fasses ton contenu quoi qu'il arrive, sans penser aux gens qui te regardent. Et parfois, quand tu regardes ton contenu, tu te dis putain, il y a tel réal que j'aime bien qui aurait vu ce truc de merde, tu vois. Et c'est un peu Ouais. bizarre, mais il faut continuer à le faire parce qu'à la base, ils sont abonnés pour ça aussi. Donc ça serait bizarre de changer d'un coup. Et surtout, si tu commences à penser à tous les gens différents, parfois, tu vois, mes potes, ils regardent pas mes contenus parce que c'est bizarre un peu de regarder le contenu de tes potes, sauf s'ils sont, tu vois, s'ils sont dans le game, ok, c'est ok. Mais si c'est des gens de la vraie vie,
aucun de mes amis regarde mon contenu parce que c'est bizarre de voir ton pote faire du contenu, quoi. Mais parfois ils tombent dessus parce que leurs potes regardent, tu vois. Et parfois ils prennent on est en soirée et il y a des potes de leurs potes qui me connaissent et des choses comme ça. Donc c'est un peu bizarre. Mais si tu changes ton contenu par rapport à ce que les gens pensent, qu'il soit connu, pas connu, tu deviens fou, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut rester soi-même, quoi. Et de la Quitte même à manière, décevoir des gens. Moi, j'ai plein de gens qui me disent je t'aimais pas, puis je t'aimais bien, puis je t'aimais repas, puis je t'aimais bien. Puis je préfère que les gens fassent des yo-yo que le truc un peu sectaire. J'aime pas trop. Moi, c'est un truc que je déteste, hein, le côté, que ce soit dans les films, hein, les histoires de gourous, de sectes et tout, de trucs de mecs à culte de la personnalité, je déteste ça. Donc je préfère que les gens m'aiment pas trop non plus. J'aime bien que les gens m'apprécient au point de consommer le contenu sans plus, tu vois. J'ai pas envie d'avoir. Pourtant, je sais qu'il y a des gens qui extrapolent le truc et qui font des blagues, des mèmes et tout. Mais il faut que ça reste. Je suis quelqu'un de normal, une personne normale, et j'aime pas du tout le truc, l'ampleur un peu, entre guillemets, sectaire, un gros mot, mais voilà, quoi. Ça, c'est un truc qui. Pour moi, il faut un peu lutter contre, quoi. Et je préfère que les gens m'apprécient un petit peu que beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Et quitte à décevoir des gens de temps en temps, je préfère ça. Du moment qu'ils comprennent que je suis humain, qu'on fait tous des erreurs et qu'on essaie de se remettre en question constamment. Et c'est aussi les gens que je suis, encore une fois, quoi. Et pour moi, ça, c'est important. En vrai, je sais pas si ça a déjà été fait, mais je pense qu'il y aurait du bon contenu ou un bon livre à écrire sur les relations parasociales, sur les trucs bizarres qu'on vit, quoi. Peut-être t'as des trucs qui sont vraiment chelous, quoi. Et moi, je sais, tu dois avoir la même chose avec tes potes. Moi, parfois, j'ai des potes, ils m'observent un peu, ils voient les trucs qui se passent, ils disent, mec, là, il y a des dingueries là, qui se sont passées quand même. Genre, c'est quand même bizarre, quoi. Tu vois, genre, t'as des trucs. Ouais, non, mais c'est bizarre. Et moi, ma soirée de Nouvel An, j'étais pas du tout dans le mood de faire une soirée, mais je suis allé pour voir mes potes et tout. Mais en plus, je devais regarder Stranger Things, le dernier épisode, à 2h du matin, tu vois. Donc j'ai fait ma journée classique de travail. Je suis allé boire un petit verre avec mes potes. Et j'ai dû rentrer à 2h. Mais j'avais pas envie d'être en mode Nouvel An. Putain, faut que j'aille tourner, bosser 2h de Stranger Things, faire la vidéo. Je vais me coucher à 9h. Du coup, j'ai fait la gueule toute la soirée, tu vois. Mais j'étais avec mes potes et tout. Et t'as une inconnue, une fille que je connaissais pas, qui me connaissait elle, tu vois. Et je me rends compte que j'ai fait la gueule toute la soirée pendant 5 heures, entre guillemets la gueule, hein, et que j'étais super chiant, et qu'en fait, cette meuf-là me connaissait des réseaux et doit se dire putain, mais c'est vraiment un gros con ce mec, quoi. Un mec, il sait pas s'amuser, il est aigri ou je sais pas quoi, tu vois. Donc t'as des moments où t'es pas dans ton mood, et les gens ils pensent que t'es vraiment mal, et après, il faut que j'aille voir Stranger Things, c'est pas fun, tu vois, genre, entre guillemets. Enfin, après, bon, j'ai bien fait, la vidéo elle a super bien marché. Encore une fois, le timing est trop important pour ce genre de contenu, tu vois. C'était l'une des vidéos qui a mieux marché de l'année dernière, enfin, techniquement c'est cette année, mais voilà. Mais parfois, t'es pas dans un mood et ça crée des relations un peu bizarres comme ça, quoi. Où les gens pensent que t'es. Mais parce qu'on est des humains, tu vois, et parfois t'es. Mais du coup, faut être toujours un peu sur alerte, entre guillemets. C'est ça. Faut pas. Parce que t'as pas envie de décevoir les gens. Après, bon, qui racontent des histoires sur toi, tu t'en fiches parce qu'il y a tellement de mensonges, de trucs et toi sur toi constamment. Tu vas voir, tu scrolles un truc, tu dis, mais c'est pas vrai. Mais des gens, surtout les gens d'extrême droite qui m'aiment pas beaucoup, ils font beaucoup, beaucoup de vidéos sur moi, mais quasiment tous les jours. Ils disent des trucs, il habite dans une communauté privée à Lille, avec gardien et tout. Ça n'existe pas, Lille, déjà de une. Il a fait une école de commerce. J'ai fait la fac, tu vois. Enfin, il y a un moment, il y a plein de trucs comme ça qui sont propagés. Ça, tu peux rien faire. Mais dans la vraie vie, partager des ondes un peu normales, en tout cas, hein, même quand tu es dans un mauvais mood, où tu es fatigué, ou tu es mort, parfois, tu vois, bah là, je vais faire nuit blanche, je vais aller à l'aéroport. Il y a des gens qui me reconnaissent à l'aéroport, tu vois, tout le temps. Et ils voient que je suis mort de chez mort, mais que je fais la gueule parce que j'ai pas dormi encore, tu vois. Et ce genre de truc. Mais il faut toujours être un peu sur alerte. Et moi, j'aime bien ça. Parce que parfois, t'es un peu, entre guillemets, un déchet, tu vois. Tu passes une sale journée, t'es fatigué, t'as fait ton sport, tu dois manger des trucs. Et le fait de devoir toujours être un peu. Une bonne version de toi-même. Une bonne version de toi-même, c'est une bonne chose, quoi. Mais il faut vivre avec le truc de. Les gens te reconnaissent un peu partout, quoi. Petite question rituelle de conclusion. Est-ce que, voilà, s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui se reconnaît un peu dans ton profil, dans ton parcours, qui aimerait un peu avoir la même vie que toi, ça serait quoi le conseil que tu voudrais donner au toi plus jeune? Waouh, c'est dur parce que c'était beaucoup de nuits très courtes, beaucoup de sacrifices sociaux aussi, mine de rien. Il y a quelques années, je m'étais dit, je vais toujours sortir avec des potes et tout. Et au final, la vie a fait que non, la priorité, ça reste malheureusement le travail dans la vie de beaucoup de personnes. Donc le conseil, c'est que vraiment, c'est de faire les choses qu'on consomme. Faut pas essayer de se réinventer par rapport à quelque chose qu'on fait pas du tout. Moi, je sais pas, moi je consomme beaucoup de vidéos voyages. Peut-être un jour j'ai envie de faire une vidéo voyage à ma sauce, quoi. Et c'est ça l'idée, c'est de prendre son identité, de le faire à quelque chose qu'on aime et d'essayer. Et ça prend du temps. Moi j'ai commencé en 2012 en théorie. La vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, c'est 2012. Tu peux voir toute ma puberté en descendant, en scrollant sur la vidéo YouTube. Et entre guillemets, maintenant, les gens me disent beaucoup t'as percé que cette année. Si vous voulez, à la limite, mais je suis pas d'accord avec ce terme. Mais moi, je le vois pas. Parce que déjà, j'ai percé grâce à TikTok, chose que je fais une heure par jour, contrairement à YouTube que je fais depuis des années. Et ça a pris 15 ans, quoi. Ouais, t'as pris 15 ans à percer en un an, quoi. Entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est un truc que les gens.
ils réalisent pas. Il y en a qui vont très bien percer en peu de temps et tant mieux. Le raccourci de malade et tant mieux, c'est trop bien. Mais dans des niches, parce que le cinéma, je le dis toujours, mais tout le monde regarde des films, pas tout le monde va s'intéresser à des vidéos sur le cinéma, et encore moins des vidéos que je fais moi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et ça crée une mini niche de niche qui est super réduite et qui est dure. Et quand tu fais un truc qui est populaire, il y a déjà beaucoup de monde, quoi. Hmm. Donc en fait, ça prend du temps, c'est du travail, il faut pas lâcher sa vie pour ça, il faut le faire à côté, tenter, s'amuser avec. Et si une opportunité se présente, une tentative, là pourquoi pas. Mais lâchez pas votre vie parce que vous faites des vidéos sur TikTok, quoi. Surtout TikTok qui est tellement instable. Trouver un truc, utiliser les réseaux pour lancer un business, par exemple. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui font ça. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux, mais ils font plus d'argent que moi parce qu'ils vendent des choses. Et ça marche mieux que moi, en théorie. C'est une meilleure idée d'ailleurs de faire un business grâce au réseau. Donc, mais ça c'est pour tout, hein. Si tu veux, il y a des gens qui font un travail, ils font des études à côté, qui lancent une entreprise à côté, une micro, des choses comme ça, tu vois, ils font plein de trucs. Il faut trouver un truc qu'on aime, qu'on a envie de faire, ne pas tout lâcher pour, sauf qu'on se sent prêt, capable. Après, c'est moi qui parle en mode, tu sais, filet de sécurité, quoi. Mais il y a des gens, ils sont très, ils adorent le risque. Donc ils vont tout tenter à fond et s'ils y arrivent, tant mieux. S'ils n'ont pas peur, tant mieux. Moi j'ai peur. Tu vois, Ouais. moi j'ai peur. Le risque, j'aime pas trop, quoi. C'est dur pour moi. Donc c'est vraiment, ça prend du temps et ça dépend de ce que vous aimez. Tu vois, là on a vu, regarde, les gens qui font la littérature, ça a explosé avec TikTok. Tu peux pas prévoir ça, que d'un coup les gens, le BookTok, ça sera un truc, et qu'il y a des gens qui vont pouvoir en vivre, de la lecture, de quelques TikTok, mais combien de temps? Donc faut y aller de manière un peu safe, à titre personnel, hein. Ça prend son temps, faut regarder ce que font les autres, ce que toi t'aimes faire, l'adapter à ton identité. Et moi j'ai de la chance d'avoir une personnalité qui colle au réseau aussi, quoi. Ça c'est peut-être un truc un peu sous-côté de la réussite, hein. C'est que bah, je suis extraverti, ça aide. Je parle avec plein de gens tout le temps. C'est une personnalité qui est bavarde de base, et ça je pense que c'est ce que les réseaux veulent aussi, quoi. Hmm. Bah, écoute, super conseil de fin, Régé. Merci beaucoup. Merci à vous d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode en entier. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé le contenu et que vous voulez nous soutenir.